Hello there and welcome to a special broadcast designed to capture the essence of another pivotal moment in Cameroon's history. And that's because in a moment, President Paul Biya will render a State of the Nation address in which he is expected to share his reflections on how the country fared over the past 12 months. In line with tradition, he is also expected to outline his views and a retrospective roadmap of the country for 2024. In an instant, we shall be hooking up with Albertine Bijaka and a panel of analysts in Yaoundé. But first, let's get the ball rolling in Douala, where I am flanked first by CPDM militant Arthur Julius. Thanks for coming. Thank you very much for inviting me here today in this your beautiful studio. I wish you a happy new year. Come, it's the 1st of January, in a few hours from today. I'm happy to meet my colleague who's still on the site, and we're here to inform Cameroonians and to analyze what the head of state is going to present to you and me. I want to thank you. Hello, Cameroon. Thank you once again for honoring our invitation. And you too, Barrister NDOUBE Valentine. Thanks for coming to share your thoughts with us. Thank you very much. Thank you for having me here. And thank you, Canal, the entire team. It's a pleasure being here. And by anticipation, I want to wish the best to Cameroonians for the year 2024. I want to thank you once again for making yourself present here. It's a confrontation of ideas and ideologies. Let's stick on that point before we get going. Barrister, are you okay? I'm very okay with that. Right. As I mentioned a while ago, in any moment from now, we shall be hooking up with Albertine Bijaga and a panel of analysts at our studios at A2D in Yaoundé. Hello, Albertine. Bonsoir Divine Tariquet, bonsoir à vos panélistes du côté de Douala. C'est un plaisir de partager cette émission spéciale avec vous, émission dédiée donc à cette autre adresse du président Paul Biya, son Excellence président Paul Biya, adresse à la nation pour ce traditionnel discours du 31 décembre 2023, discours au cours duquel le président de la République reviendra certainement sur un petit bilan de l'année qui s'écoule, mais également les perspectives pour l'année 2024. Nous serons certainement un peu plus nombreux à Yaoundé que vous là-bas à Douala. Ils sont déjà 3 sur ce plateau. Nous serons 5 en principe. Nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir avec nous encore ce soir Monsieur Valère BESSALA. Bonsoir Valère BESSALA, merci d'avoir fait le déplacement en cette Saint-Sylvestre pour décrypter avec nous le discours du chef de l'État. Je rappelle que vous êtes guide de Jouvence et administrateur civil. Bonsoir. Bonsoir Madame Bijaka, bonsoir à vos millions de téléspectateurs et téléauditeurs. Je suis ravi d'être parmi vous ce soir pour la tâche que vous voudrez bien nous confier. Avec nous également ce soir, déjà sur ce plateau, l'honorable Angélbert et Sobab Gonon, député à l'Assemblée nationale, issu des rangs du RDPC. Bonsoir honorable et merci de nous faire l'honneur d'être sur notre plateau. Bonsoir à vous-même, aux panélistes, aux nombreux téléspectateurs à travers le monde et au Cameroun. Je vous remercie de l'invitation que vous m'avez faite et j'espère que c'est à la hauteur de la situation. Donc, rendez-vous à tout à l'heure. À tout à l'heure, honorable. Et puis, nous avons avec nous un représentant du PURS. Nous attendions bien sûr Serge Espoir MATOMBA, mais c'est toujours le secrétaire général, même qui est là ce soir, qui nous fait donc l'honneur d'être là et qui va remplacer le président, Serge Espoir MATOMBA. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci pour l'invitation. Et puis, nous aurons donc d'autres invités qui viendront sur ce plateau, Divine Tariquet tout à l'heure pour boucler donc la boucle. Mais je vais vous passer, bien sûr, l'antenne pour commencer par, bien sûr, Douala pour, j'imagine, peut-être le bilan de cette année qui s'achève.
Thank you very much, Albertine, for coming back to Douala. Like I was saying, it's a special broadcast designed to capture the essence of a pivotal moment, another one in Cameroon's history, and that's because in a moment, President Paul Biya will mount the rostrum to render a State of the Nation address in which he is expected to share his reflections of how Cameroon fared over the past 12 months. Going forward, he is also expected to outline his vision and roadmap for the country for 2024. I am flanked in our studio here in Douala by CPD militant barrister Julius Achu. Welcome once again. Thank you very much, Divine, for inviting me here tonight. Give us the opportunity to expatiate or understand better what the head of state is going to tell us at 8 o'clock in a few moments from now. I'm happy to be here with my learned colleague, Barrister Valentine Dumbe, whom I wish we are going to inform Cameroonians, and we're going to show the example how we can do an exchange of ideas without any hitch. You have your opinion, have mine, we respect each other, and we make sure that whatever we say is a betterment of our people. Okay. I want to wish you a Happy New Year, and Happy New Year to Cameroon. Thanks once again. Thanks, gentlemen, for coming. We're still expecting to have Economist Edmond KUATE, as well as another man of law who has a soft spot for civil society affairs, James Epo. Last year, President Paul Biya dwelled lengthily on the economy. We're going to take a deep dive into how Cameroon's economy fared over the past 12 months. But let's begin from this angle, Barrister Achu Julius. Let's begin from a security angle, because when the president mounted the rostrum in December 2022, his words were these ones: countrywide, the security situation has been tamed and brought under control. I was telling you a while ago, when you look at instances and incidents like what happened at Ebeko in Mamfe, when you take the Galim case, when you take a resurgence of Boko Haram onslaughts in the far north region, that provides clear contradiction. Yeah, I understand your drift, but you should again understand, equally understand that when it comes to matters of security, it is difficult to eliminate insecurity 100%. From my analysis, I strongly believe the head of state is true to his word, because we are 95% into security already. Insecurity stays only the 5%. If you can notice, I'm wondering where you got those figures. No, what's your source? It's my own analysis from what is going on. Okay. Comparatively, the year before, where you had incidences almost every week, but now we have incidents which are just sporadic, and you don't have that exchange of fire between military and the rebels or whatever they call themselves. Equally, in the north, we hardly hear about issues concerning Boko Haram. It is sporadic. The same thing. You quoted Ebeko, Ngalim, and the rest. Mm-hmm. Can you justify? Can you give me a reason why something like the East Ebeko should happen? There's just no reason. They are not fighting. Those guys who did that act are no longer fighting for a territory, but they are fighting to kill people. So the idea is killing Cameroonians. Is no longer fighting for a territory which is theirs. So they want us to spill blood, and it makes that's what brings in the 5% insecurity we have in Cameroon. Okay. Same in Galim. What has killing people, innocent people in Galim, got to do with Amazonia, whose main ideology is to have a territory which is theirs? So you see, when you look at it, the modus operandi of these issues surrounding the insecurity we had a year ago and what's going on now is very different. Okay. What we have now is mere killing and spilling of blood, and nothing else. Okay. Nothing about ideology, nothing about defending a territory, nothing about defending a treaty, nothing about defending a people. It's something else now. Well, thank you once again for coming to share your thoughts with us, Barrister. But let me get over to you, Barrister Valentine Dumbe. Over 6 million people killed since the outbreak of the confrontations in 2017. Over 1 million people displaced, and hundreds of thousands of kids out of school in the northwest and the southwest region. Is the military response still the best option? I think if till this moment, my senior, whom I'm very pleased to be sharing the same platform with him this evening,
if he puts it as sporadic attacks. And I think if the population of the zones concerned, they are still respecting the ghost town that's being implemented on Mondays, it goes to show that those controlling those areas, they still have a firm grip. On the other hand, the military is doing a great job, a commendable job, and that's why, like Bamister rightly put it, it has been reduced to sporadic attacks. But to me, negating the presence or the power of control or the latitude that those who initiated the crisis, they still have over the people. If we want to negate that, then we run the risk of underestimating what they can do, and that's why it will keep on persisting until we take time to understand the amplitude of what is happening and take it seriously rather than sweeping across that things are under control, because to the best of my knowledge, it's not yet under control. All right. It's time to change strategy maybe and maybe go for dialogue. Okay. I want to thank you for joining us, though a bit late. Edmond, KUATE, thanks for coming. Thank you, sir. I asked him, Happy New Year. I asked him a question, I still didn't get the answer. Let me turn it over to you. Is the military response still the best approach in the Northwest and the Southwest region? No, I think after 5 years, I think since it's already 5 years that we've been in this situation. I think after 5 years, it's time we think about something else. 6 years, you want to say? 6 years, right. Yeah, because it's since 2016. So after 6 years, I think it's time for we think about structural solution. I think the military, they are doing a good job because so far they have been doing a good job. I mean, no matter what happened here and there, we can say we can criticize this, we can criticize that, but I think we got to recognize, we got to acknowledge that the military, they have been doing a very good job. But it's up to the political now to think about structural solutions. What do you mean structural solutions? Exactly, because how are we going out of this situation? And definitely, how do we how do we find a solution to all the parties? I mean, because these guys fighting, it's true that today we can say that no, it's not longer a matter of ideology, but okay. We got a lot of robbers, armed robbers and things like that actually got into the game. But really, let us recall that at the beginning it was a matter of it was an ideology. People were actually claiming certain things. How do we find a solution? How do we find a solution that the next generation will get this behind them? They will not come back to it. Okay. Because even if you succeed in convincing people with the military solution, that's true first. Is the next generation will they be satisfied with the solution, with the military solution? Okay. So that is the question. So I think it's hard time we think about combining both political solution and military solution. It's true that we got to maintain the military solution to dissuade actually, all these terrorists, all these people who are trying to use the opportunity to implement other agenda, which is not really the first agenda that was actually. Okay. It's true that we get to maintain the military solution to dissuade them, but to me, a structural solution will come through political solution. Is that another call for another dialogue, Bamister? Should there be another dialogue? No, if so, with whom? Dialogue is a continuous process. It's not a one-day event. What we are doing now, are we not dialoguing and talking about it? I mean, within the spirit of the major national dialogue. With that same spirit. Whether you like it or not, many people have come to realize that what those guys came in for is wrong, was wrong. And the premise, when the premise is wrong, whatever follows is going to be wrong. So nobody, I want to say, a good 90% of the population is no longer for that rubbish that happened, especially when it comes to the AMBA stuff. The 90% population is actually not for it. If you can understand, if you can see what's going on locally, though people don't say it. People don't say it, but people don't like it any longer. We talked about the Monday issue. I put that more under laziness and willing to have a holiday than any other thing, because you don't tell me that you don't eat on Monday. Now you tell me that you don't eat on Monday. And I was surprised that
On Monday, people didn't go to church on Christmas Day. In some churches, they were closed because they were scared that armed robbers or gun carrying guys will come to shoot at them. So when you look at it, people are not happy. Okay. But they follow up. All right. So when you talk about military solution, again, Cameroon military has not done up to use 20% of its capacity to fight this thing, because if they have to use it, the way to fight terrorists, you look at Ukraine and you look at Gaza. That's how you fight terrorists. Do you want that to happen in Cameroon? The army will not go for that, I think. Okay. The president don't even go for that, I think. Yes, Mr. NDOUBE. I want to think on your question on whether we should go in for another dialogue. I think it's time to go in for a genuine dialogue. What do you mean genuine? With extensive or adequate consultation. You mean the previous dialogue was not genuine? I don't know, because if the expected results, because it had to modify or to calm down the uprising, or if I should put it that way, but nothing is changing. Or I shouldn't say nothing is changing, but then the struggle continues. And those who initiated it, they still have that capacity to decree their ghost town, as you're saying, until they can even make people not to celebrate Christmas. To me, it goes to show their power. So we should not minimize that, and we should see if the initial dialogue didn't produce the expected results, maybe the real persons controlling the ground were not consulted. Why not go in? Because at times even said, we'll negotiate with who? Let's look for those who are capable of instigating the ghost town and say, okay guys, come. Who is going to look for them? Sorry for interjecting here. It's all right, Barrister. That's a way of playing the ostrich. Okay. Now let's move from, because we are running out of time gradually, let's move from security to infrastructure. And I want us to look at energy infrastructure. Edmond, if you don't mind. This is what the President said in his State of the Nation address on December 31, 2022. I quote him, "The situation in this vital sector will improve considerably in 2023. With the commissioning of the first phase of the Nachtigal hydropower dam and the connection of the North-South interconnected grid." Exactly. What did we see in 2023? Towards the end, the blackouts began again. Because a partner for NAO, partner to NAO, said it had unpaid bills. That's Global 115 billion. That's Global, I think so. That is Global. That's the How could this happen in 2023? Despite the promises made by the head of state? Well, I think, to my humble point of view, I think that those writing the speech of the head of state, they should be very, very, cautious about the way they write the speech. Are you insinuating that he is not aware of what he presents? I'm not insinuating. I'm just saying that, at the heart of state, normally, it's not only in Cameroon. I mean, it's not only in Cameroon. I mean, all over the world, the head of state, he doesn't write himself his speech, because he receives some, even if he has to write his speech himself, he has to, receive some information here and there, from different departments, and then now he will know how to orientate his speech. What I'm thinking in Cameroon is that people should be very careful what they ask the president to say to the people, to the nation. They got to be very careful. The president of the state is not a street guy, who can say something today and then tomorrow nothing happened, and then people just take it like that. People should be very careful, because in 2022, I remember December 31st, 2022, the president, he said a lot of things, not only energy, into also mining, things like that. He said a lot of things was going to happen in 2023. We are already at the end of 2023 and nobody's seen anything happening. So people should be very concerned with that. So I'm thinking that, no, people should be very careful. Especially those writing the speech of the head of state, they should be very concerned the way they write it. The way they bring him to give some promises to the nation, which at the end of the day will not happen. Talking about energy, all Cameroonians are seeing what is happening actually, with all this power shortage. And so what's the hitch? The problem is that concerning the electricity. Electricity is simply because we have not done what we got to do.
you know, we have not constructed the infrastructure that we got to construct. And even when there's a project to construct the infrastructure, the people in charge, they do not do what they got to do. Because I remember since 2013 that the president said he's going to, you know, to considerably construct, you know, improve the energy in Cameroon, and then he launched some projects that was Menkim and so on. And today nothing is happening. Nobody is having energy in Cameroon. We have not improved the capability of our energy in Cameroon. We still having the same energy rate, which is about 1,000, I think 1,300 megawatt. That's what we still have in Cameroon. We are expecting that if Nachigal is launched in the first phase that as announced, maybe we upgrade to maybe to 1,000 and maybe 500 or 600. But I think we got to be very careful what we ask the head of state to announce to the nation, okay, because the energy is a real problem in Cameroon. And you said about Global, that's the company controlling the power plant in Cameroon, Kribi power plant and Douala power plant, the Yassagawa power plant. Today they are claiming that they are having a debt with the government which is up to 150 billion, something like that, and the government is not paying. That is not the only problem we got in Cameroon. We got a lot of problems in Cameroon with debt and so on. So I think we got to be very cautious when we ask the head of state to announce certain things to the nation. Let me come over to you, Bamister. Despite the fact that Cameroon has the second hydropower potential on the continent, we still face this. Is nationalization of the electricity utility the best option for Cameroon at this point in time? And can Cameroon deliver where foreigners have failed? No, you understand. Cameroon actually manages the energy sector in Cameroon. It's something of national. 51% shares in. Yeah, no. Forget about ENU. It's just part of it. ENU is just the distributor and the commercial agent for energy in Cameroon. Transportation and production, they actually don't have much to say about it. So what they like to do, it is nationalized. But okay, what do you like to do? The head of state said last year that energy sector is going to be improved considerably. What do you like to do? It has. It means that if what is the name? Global Egg. If they had their 115 billion, we would have a problem. Whether you like it or not, they had to come in to create a sensation to say, look, hey, we're in trouble. God need our money. So the problem is paying them, not that there's not enough energy. Again, I noticed that Sénateur that was created is changing the transformers that have been there for more than 50 years, stepping them up from 20 kilowatts to 60, which means it is being stepped up. And what I like it or not, the energy level is going to be much better than 2020. So the head of state is true to his words. He says it's going to be considerable. It's going to improve considerably, and it has. To me, it has done. It is like that. Then when they separated the sectors. Yes. In those days, Sonia used to manage everything from production to distribution. It has now been divided into different sectors, managed by different persons in different ways, which brings down more efficiency than before. That's what I've noticed too. And you can bear with me that we can have outage, especially in big towns, but it will not make 1 week. It will not make 3 days. Okay, from the electricity, let's begin talking the economy now. I know that's your favorite place. When he mounted the rostrum on December 31, 2022, President Paul Biya dwelled lengthily on the negative impacts. He blamed the wars on Cameroon's economy as being consequences of the coronavirus pandemic as well as the war in Ukraine. Right. You should be able to agree, Barrister Ndumbe, that Cameroon, like other developing countries, has been having a hard time, especially with the disruptions in the global market supply chains for commodities like gas, like crude oil, and like grain, for example. Could Cameroon avoid being in this situation? I want to think there will always be obstacles. And all what we noted were all exogenous factors. And if we want to keep dwelling on them, like 2021 speech
I think it started by COVID, that is bringing negative reasons or reasons why we are stagnant. If we are looking for excuses in order to justify why the country is stagnant, there will always be such obstacles. I'm sure I may be wrong, but I won't be surprised if this year's speech starts by the Israeli Arab war. Yeah, maybe, I don't know. It may start by that, so that it lays the groundworks to let us understand why things are not moving. But I think it's high time those in power to understand that there will always be such obstacles, and they're everywhere in the world. There will never be a time when there will be no reason why an economy shouldn't move forward. There will always be blockades. So, like the leader, like the vision bearer, I mean, we shouldn't be talking about electricity. He shouldn't be talking about promising us about electricity. He's almost going towards the end of his rule. But when you listen to him, it's as if it's a new leader who is unrolling a plan of action which is about to undertake. Okay, back then, and I'm still referring to the speech from December 31st, 2022, the president harped a lot on the import substitution policy. Yeah. He announced a couple of substantial subsidies for businesses in the sectors which he considered to be very delicate. And I'm asking myself, why is it not taking off? Why are made in Cameroon products not able to be showcased beyond Cameroon's borders and even on the supermarket stalls in Cameroon? That's a question all Cameroonians got to ask, because in 2020, when the Cameroon government came out with a new strategy, new development strategy, with what they call SMD 30, which is a 10 years program between 2020 and 2030. The main idea was to reduce the importation and then to upgrade the local production. That was the main idea, and we all applaud that, because that was definitely very great. Because one of the problems we suffering in Cameroon is that we import a lot, and then things that we got a potential to produce locally, we're still importing them. And among those, among things we import, we got things like foods. We got a lot of things that we can produce locally, like rice that we can produce locally, and that we've proven to be capable to produce that in the past. So what's the stumbling block? I don't know what is blocking. I think that is a question that the government of Cameroon got to respond, because when the President of the Republic defined a vision, then the government got to implement the vision. That's the question that the Minister of Agriculture and the Minister of Industry got to answer Cameroonians. Why, after 4 years of SND 30, Cameroon is not capable actually to produce or to manufacture some commodities and some food that we are still importing. I overheard the Minister of Commerce last year, a couple of days before the end of the year's festivities, he was saying that, well, he has committed some importers to import a huge quantity of rice. I said, what are we talking about? I thought by now we should have been talking about a production somewhere in Cameroon that, maybe in Sanchu we are expecting a certain quantity of rice to be produced, or in Yagua or in Dob, that we've improved the production in Dob, the rice in Dob and in Yagua and in Sanchu. But nothing of that. The Minister of Commerce was saying that no, he has committed some importers to import a massive quantity of rice, and then I was saying, where are we up to? Where is the import substitution? Okay. So that is a question that we got to ask the government in Cameroon, and mostly the Minister of Agriculture and the Minister of Industry, because he is the one actually to put in place the mechanism to transform the rice, and then to put the industry that will actually help Cameroonians to transform the rice and to conserve what's being produced locally. I want to thank you once again for coming, Edmond KUATE, the Economist on the platform. Barrister Jurist from the CPDM is with us. And of course, we have Barrister Valentine Dumbe. We'll head off back to Yaoundé to meet you, Albertine Bijaga. And right after the President speaks, we'll be able to share some more ideas from both panels. Over to you.
Plus que 6 minutes exactement et en prendront donc en direct cette allocution du chef de l'État. Mais avant de passer la parole à nos panélistes sur le plateau, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à ces autres panélistes de marque qui nous ont rejoints. D'abord, la dame, Madame Françoise PUENE, qui est avec nous ce soir. Bonsoir, Madame la sénatrice, et merci d'avoir fait le déplacement pour les studios de Canal 2. Bonsoir. Merci d'être là. Et de l'autre côté de la table, nous avons également l'honneur d'avoir avec nous ce soir Grégoire Oona, secrétaire général adjoint du comité central du RTPC, ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Bonsoir, Excellence, et merci d'être là. Bonsoir, Madame, et bonsoir à vos téléspectateurs. Merci surtout de m'avoir invité. Vous gardez la parole rapidement, Excellence. En quelques mots, peut-être avant de prendre ce discours, le président de la République aura accordé en 2022, en ces mêmes circonstances, c'est-à-dire lors de son allocution le 31 décembre 2022, une place de choix à l'économie dans son adresse. D'ailleurs, c'est le premier domaine dans lequel il s'était étendu sur la forme du discours. Est-ce qu'on peut s'attendre à la même articulation ce soir? Est-ce que vous avez le sentiment que l'économie prendra une place de choix et que c'est le domaine sur lequel on devrait insister ce 31 décembre aussi? De toute façon, je pense que compte tenu des évolutions de ces dernières années, l'économie pourrait avoir une place de choix parce que les politiques qui ont été tracées, pour lesquelles le président a été élu dans le score que vous savez, demandent aujourd'hui qu'un accent particulier soit mis sur l'économie. Et l'actualité aussi pourrait nous obliger pour que la sécurité, l'économie soient des secteurs, je ne dirais pas privilégiés, qui pourraient avoir une place importante. Mais sait-on un discours du chef de l'État, vous savez d'abord... En général, comme ça se fait dans tous les pays, c'est d'abord un peu l'état de la nation et puis les perspectives. Donc on peut bien penser, pour répondre vraiment à votre question, que l'économie pourrait bien occuper une place de choix. Valère BESSALA, dans un bien que vous avez rendu public il y a quelques jours, parlant des attentes vis-à-vis de ce discours, vous estimez, je vais le dire trivialement, que ce ne sera pas un discours neuf, qu'il y aura pas grand-chose à attendre de ce discours. Est-ce que je résume bien votre pensée? Très bien résumé. Je suis justement sur ce plateau pour me rendre compte avec tous mes copanélistes que je ne me suis pas trompé. Et pourquoi vous pensez qu'il n'y aura rien de neuf dans le discours du président de la République tout à l'heure? Parce qu'une exégèse des discours du président depuis une bonne dizaine d'années nous renseigne effectivement que celui qui les lui rédige ne fait pas montre vraiment de grandes inventions ou alors de recherches pratiques sur ce qui a été fait sur la réalité de la vie des Camerounais. En fait, c'est du rabashing d'une part et aussi de la collecte des données qui n'ont jamais existé et donc dans lesquelles les Camerounais ne se reconnaissent pas. Donc, à part peut-être une ou deux phrases que peut-être on soupçonne le président lui-même d'être l'auteur, le reste du discours du président, c'est généralement un tissu de phrases, d'idées, de faits qui n'ont jamais existé et parfois qui reflètent simplement un business des membres du gouvernement qui veulent plaire au président et lui montrer qu'ils ont fait quelque chose au cours de l'année alors que les Camerounais savent bien que rien n'est fait du tout. Honorable Angébert Issamba Bengono, rapidement, pour vous, c'est un discours que vous attendez avec... on me fait signe du côté de la réalisation. Peut-être qu'on va aller prendre ce discours déjà parce que le temps passe très vite. On reviendra sur vous. Honorable... Oui, le président ne parle pour rien. On va écouter le président de la République et on reviendra pour justement décrypter ce discours tout à l'heure.
Camerounais, mes chers compatriotes, au cours de l'année qui s'achève, notre pays a été confronté à de nombreux défis. Certains d'entre eux procèdent d'un contexte international de plus en plus difficile. D'autres relèvent de contraintes purement internes, anciennes pour la plupart. Je voudrais d'entrée de jeu vous assurer que malgré cette conjoncture difficile, nous avons continué à faire face ensemble, comme la nation unie et soudée que nous avons toujours été. Les yeux rivés vers un objectif, le seul qui importe, le progrès. Comme par le passé, la conjoncture internationale a pesé de manière notable sur notre situation interne. La persistance de la guerre dans l'Est de l'Europe a continué de perturber les circuits d'approvisionnement du marché mondial des produits de grande consommation. Les prix des denrées alimentaires et les cours des ressources énergétiques n'ont dès lors pas cessé d'augmenter, en même temps que se durcissaient les conditions d'accès au financement extérieur. La résurgence en octobre dernier du conflit israélo-palestinien a exacerbé les clivages au sein de la communauté internationale et accapare désormais son attention. Cette situation, comme il fallait s'y attendre, a eu des répercussions négatives sur notre pays. Elle a entraîné une augmentation généralisée des prix des produits de grande consommation et par conséquent du coût de la vie. Elle a également généré des pénuries diverses, y compris en ce qui concerne les produits pétroliers. Mes chers compatriotes, les difficultés que je viens d'évoquer n'ont en rien entamé ma détermination à œuvrer au bien-être des populations qui m'ont fait et continuent de me faire massivement confiance, loin s'en faut. Malgré le contexte défavorable, le gouvernement a, sous mon autorité, poursuivi son action avec une détermination accrue. Les efforts méritoires engagés après la pandémie du Covid-19 en vue de la reprise économique ont produit des résultats appréciables. La résilience de notre économie s'est confirmée. À preuve, notre taux de croissance a continué de progresser et est estimé à 3,9% en 2023, grâce notamment aux performances du secteur non pétrolier. Les mesures de soutien à la consommation mises en œuvre par le gouvernement ont permis de maîtriser l'inflation
et de la stabiliser à environ 6,7%. L'exécution de multiples projets s'est poursuivie ou a été lancée dans différents domaines afin de répondre aux aspirations des populations et d'améliorer leur bien-être. Je voudrais m'attarder quelque peu sur les secteurs les plus sensibles. Le projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs à partir du fleuve Sanaga est quasiment achevé. Sa mise en service prochaine permettra de résorber substantiellement le déficit en eau potable de la ville de Yaoundé. Les études relatives au projet d'adduction d'eau potable à Douala et ses environs sont bien avancées. À terme, cette ville bénéficiera de 400 000 mètres cubes d'eau supplémentaires par jour. Par ailleurs, le gouvernement a engagé la remise à niveau des stations de production d'eau potable dans plusieurs villes secondaires, à l'instar de Tchang, Yabassi, Karoaboula, etc. Les efforts nécessaires continueront d'être faits pour réhabiliter et étendre les réseaux de distribution de cette précieuse ressource à l'intérieur de nos villes et villages, afin de la rendre plus accessible aux ménages. Des avancées considérables ont également été enregistrées dans le secteur de l'électricité, en vue de résorber le déficit énergétique de notre pays. Environ 44 000 panneaux solaires couvrant 40% des besoins d'électricité dans nos 3 régions septentrionales ont été installés. Le barrage de Naktigal, d'une capacité de 420 MW, sera mis en service dans quelques jours. L'usine des pieds du barrage hydroélectrique de Lompanga sera également opérationnelle en 2024. Elle permettra d'accroître l'offre énergétique dans la ville de Bertoua et ses environs. Plusieurs autres projets d'ouvrages hydroélectriques sont également envisagés ou en train d'être lancés. Il s'agit notamment des barrages de Kikot, de Mikouba, de Grand Téouin et de Biné à Warak. À terme, la capacité installée de tous ces ouvrages va assurer à notre pays l'autosuffisance en matière d'énergie électrique. Elle nous fera en plus accéder au statut envié de pays exportateur d'électricité. Mes chers compatriotes, je sais à quel point les coupures récurrentes d'eau et d'électricité impactent votre quotidien et perturbent vos activités. J'ai pu vous assurer que le gouvernement ne ménage aucun effort pour améliorer la situation dans ces secteurs névralgiques. J'ai prescrit à mes services de veiller auprès des administrations concernées à la célérité tant des procédures administratives que de la recherche des financements y afférents. Les mêmes instructions ont été données s'agissant de la nécessaire amélioration de la situation de nos infrastructures routières. Cette problématique, vous devez le savoir, est au centre de mes préoccupations. Les défis en la matière sont nombreux. L'insuffisance des ressources financières en étant l'un des plus aigus. Il me
me plaît toutefois de constater que dans ce secteur également, nous progressons inexorablement. Je me réjouis ainsi de ce qu'au cours de l'année qui s'achève, plus de 700 km de routes ont été bitumées ou réhabilitées sur toute l'étendue du territoire national. De nombreux ouvrages d'art ont également été construits à cette occasion. Les travaux de construction de la boucle de la Léquier, ainsi que des routes Kumba et Kondotiti et Babajou Bamenda ont démarré et vont se poursuivre à un bon rythme. S'agissant de la route Ebola-Kribi, les négociations avec les bailleurs de fonds qui ont longtemps achoppé sur les questions environnementales sont finalement en train d'aboutir. Toutes les dispositions nécessaires seront prises pour que la construction de cette route, tant attendue par les populations concernées, démarre effectivement en 2024. J'ai récemment donné des instructions en vue de la réhabilitation de la route Gaoundéré-Garoua. Les négociations se poursuivent également avec nos partenaires financiers en vue de l'achèvement des travaux de construction de la route Mora-Dabanga-Kousseri et de la réhabilitation des routes Edé-Akribi et Douala-Bafoussa. La réflexion des voiries urbaines se poursuit dans les villes de Maroua et de Ngaoundéré. Le programme y afférent va s'étendre à d'autres capitales régionales. Les projets autoroutiers ne seront pas en reste au cours de l'année qui s'annonce, avec notamment le démarrage de la construction de la section urbaine de l'autoroute Yaoundé-Simalène et celui de la phase 2 de l'autoroute Yaoundé-Douala. En outre, face à la dégradation de la situation en la matière, j'ai prescrit au gouvernement de trouver en urgence une solution pérenne au problème du ramassage des ordures ménagères dans nos villes, en collaboration avec les communes et les communautés urbaines. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, au cours des dernières semaines, vous avez été confrontés à une pénurie de produits pétroliers qui vous a causé de nombreux désagréments. Pour faire face à cette situation, j'ai prescrit au gouvernement des mesures urgentes permettant d'assurer l'approvisionnement continu du marché. Les difficultés du secteur sont toutefois plus larges et plus complexes. Vous devez savoir que dans le but de maintenir les prix à la pompe à leur niveau actuel, qui est largement inférieur à celui pratiqué dans les pays voisins, l'État doit, au prix d'importants efforts financiers, fortement subventionner les importations de produits pétroliers. Le poids de ces subventions pèse lourdement sur notre budget et rétrécit considérablement les ressources dont nous avons le plus grand besoin pour apporter des réponses aux autres problèmes auxquels nos populations sont confrontées. L'année dernière, le gouvernement a été amené à procéder à un léger relèvement des prix des carburants à la pompe. Grâce à cette mesure, la subvention des produits pétroliers, qui était de plus de 1000 milliards de francs CFA en 2022, a été réduite à environ 640 milliards de francs CFA en 2023. Cependant,
Cette subvention continue de peser significativement sur le trésor public. Nous n'aurons très certainement pas d'autre choix que de la réduire de nouveau. Nous verrons néanmoins à ce que les ajustements nécessaires n'impactent pas substantiellement le pouvoir d'achat des ménages. À terme, la réhabilitation de la Sonara, dont j'ai prescrit l'accélération, devrait contribuer à améliorer la situation dans le secteur. Mes chers compatriotes, il est loisible de constater que malgré la bonne volonté des pouvoirs publics, la mise en œuvre des différents projets devant permettre de répondre aux aspirations de nos populations se heurte à une contrainte majeure, celle de l'insuffisance des ressources financières nécessaires. C'est la raison pour laquelle je n'ai de cesse de prescrire au gouvernement la rationalisation des dépenses publiques, de même que la recherche des voies et moyens supplémentaires d'accroître les ressources publiques. S'agissant de la réduction des dépenses publiques, j'ai fermement réitéré au gouvernement mes instructions antérieures visant à réduire les dépenses de fonctionnement. La lutte contre la corruption et les détournements de deniers publics est très clairement un impératif pour la préservation des ressources publiques. Elle va connaître une intensification notable au cours de l'année qui s'annonce. Le plan triennal intégré d'import-substitution pour la période 2024-2026 que j'ai prescrit au gouvernement participe également de mon souci de permettre à notre pays d'économiser de précieuses ressources. Ce plan, en renforçant notre souveraineté alimentaire, devrait réduire l'impact négatif des importations sur notre balance commerciale. Le déficit y afférent est évalué à un peu plus de 1 500 milliards de francs CFA par an. S'agissant de l'accroissement des ressources publiques, il est nécessaire d'explorer de nouvelles pistes face aux contraintes inhérentes à l'élargissement de l'assiette fiscale et à la baisse drastique des recettes pétrolières. La mine solide, en particulier l'or, nous semble constituer à cet égard une niche exceptionnelle de ressources financières. Notre pays dispose en effet d'importantes réserves minières non exploitées que nous devons valoriser. Je me réjouis du démarrage des projets miniers que j'ai annoncé l'année dernière concernant l'exploitation des gisements de fer de Kribi-Lobé, Pipidi Grand Zambi et Mbalam Nabeba. L'amélioration du climat des affaires est à l'évidence une condition essentielle à l'attraction des investissements étrangers, ainsi qu'à la création d'un secteur privé vigoureux, susceptible, grâce à une création dynamique d'emplois et de richesses, de faciliter notre accession à l'émergence. La confiance dans le système judiciaire participe inévitablement de la perception du climat des affaires. La justice est, comme vous le savez, l'un des piliers de l'état de droit. Il est donc impératif qu'elle agisse en toute impartialité et soit imperméable aux interférences de toute nature. Je voudrais vous assurer qu'en tant que garant de son indépendance, je continuerai à prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement. Mais
Mes chers compatriotes, permettez-moi à présent de dire quelques mots sur le secteur de l'éducation nationale. Malgré les efforts du gouvernement, la sérénité n'y est en effet pas complètement revenue. Pourtant, des efforts méritoires ont, de l'avis même des concernés, été consentis par le gouvernement à cet égard. En dehors des nombreuses mesures de divers ordres qui ont été prises par les administrations concernées, plus de 72 milliards de francs CFA ont été débloqués en 2023 pour prendre en charge les dépenses y afférentes. Une provision complémentaire de 102 milliards de francs CFA a également été constituée dans le budget de l'État au titre de l'exercice 2024 afin d'apurer les dépenses résiduelles. Il sera dès lors difficilement admissible que l'éducation de nos enfants continue d'être prise en otage par une frange d'enseignants dont les motivations réelles semblent s'écarter des objectifs affichés. Je voudrais être clair à cet égard. Autant je suis soucieux de voir les enseignants bénéficier des conditions appropriées pour l'exercice de leur noble métier, autant je suis intransigeant pour le respect du droit à l'éducation de notre jeunesse. Des mesures fermes vont à cet égard être prises pour veiller à ce que nos enfants ne se retrouvent pas victimes d'une éducation au rabais. Un dialogue constructif se poursuivra par ailleurs avec les syndicats reconnus pour progresser sereinement vers la prise en compte des aspirations et des préoccupations des enseignants. Mes chers compatriotes, au plan sécuritaire, de nombreux accidents de la route ont continué d'endeuiller nos familles et de priver notre pays de ressources humaines précieuses. Je voudrais le dire clairement, cela n'est pas acceptable. J'en appelle une fois de plus au sens des responsabilités des conducteurs et des propriétaires des agences de voyage. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour assurer la sécurité des passagers et des autres usagers de la route. Le gouvernement, pour sa part, va renforcer ses efforts en ce qui concerne l'amélioration de l'état du réseau routier, mais aussi pour ce qui est de l'application vigoureuse des mesures nécessaires de prévention et de répression. Mes chers compatriotes, grâce à la collaboration active des populations avec nos forces de défense et de sécurité, la situation dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord s'est significativement améliorée. Elle permet désormais la mise en œuvre sereine des plans de reconstruction et de développement des dites régions. Les exactions criminelles des terroristes n'ont cependant pas totalement disparu. Les populations civiles en sont malheureusement les principales victimes. La ville de Bamister a été, le 6 novembre 2023, le théâtre du massacre barbare d'une vingtaine de civils en pleine nuit. Je condamne avec la dernière énergie de telles atrocités qui défient la raison et qu'aucune cause ne saurait justifier. J'encourage nos concitoyens des régions en proie au terrorisme à continuer de collaborer avec les forces de défense et de sécurité, dont je salue la bravoure et le professionnalisme. Et je réitère à l'endroit des groupes armés mon
on appelle à déposer les armes et à rejoindre les centres de désarmement, de démobilisation et de réintégration. Je note avec satisfaction qu'un nombre croissant de ces combattants a effectivement répondu à cet appel ces dernières semaines. Quant à ceux qui persistent dans la voie criminelle, qu'il s'agisse du terrorisme ou du grand banditisme, le sort qui les attend n'est pas enviable. Ils doivent savoir que notre volonté inébranlable d'assurer la sécurité de nos concitoyens ne faiblira pas. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, dans quelques semaines, nos chers lions indomptables participeront à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se déroulera en Côte d'Ivoire. Je voudrais, en votre nom à tous, leur prodiguer tous nos encouragements et leur demander de défendre, comme par le passé, le drapeau de leur pays avec bravoure et honneur. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2024. Vive la République, vive le Cameroun. Camerounaises, Camerounais, fellow Cameroonians, my dear compatriots, au cours de l'année qui s'achève, over the past year which is drawing to an end, our country has been faced with numerous challenges. Some of them result from an increasingly difficult international context. Others are due to purely domestic issues, most of which are long-standing. I would like to start by assuring you that in spite of this difficult situation, we continued to cope together like the united and close-knit nation that we have always been, our eyes riveted on a single objective, the only one that matters, namely progress. As in the past, the said international context weighed heavily on our internal situation. The lingering war in Eastern Europe continued to disrupt the supply channels of the global consumer products market. Foodstuff and energy resource prices thus continued to rise as the conditions for accessing external financing tightened. The resurgence last October of the Israeli-Palestinian conflict worsened the rift within the international community, and it's now monopolizing
its attention. Cette situation, comme il fallait s'y attendre, As expected, such a situation adversely impacted our country. It led to a general price hike in consumer products and, consequently, the most and cost of living. It also resulted in various types of shortages, including a shortage of petroleum products. My dear compatriots, the difficulties that I have just mentioned in no way dampened my resolve to work for the well-being of our population, who, without any doubt, massively trusted and continue to trust me. Despite the unfavorable context, the government, under my authority, continued to in action with greater determination. The laudable efforts made following the COVID-19 pandemic to ensure economic recovery yielded appreciable outcomes. The resilience of our economy was confirmed. Proof of this is our growth rate continued to progress and was estimated at 3.9% in 2023, thanks notably to the performance of the non-oil sector. The consumption support measures implemented by government helped to contain and stabilize inflation at about 6.7%. The implementation of various projects was continued or launched to meet the aspirations of the people and improve their well-being. I would like to dwell for a moment on the most sensitive sectors. The project to supply drinking water to the city of Yaoundé and its environs from the river Senegal is virtually completed. Its imminent commissioning will help to substantially reduce the drinking water deficit in the city of Yaoundé. Studies on the project to supply drinking water to the city of Douala and its environs are well advanced. In the long run, the city will be supplied an admittable 400,000 cubic meters of water supply. Moreover, the government has embarked on upgrading drinking water production stations in several secondary towns like Chang, Yabasi, Garwa, Bulai, etc. The requisite efforts will continue to be deployed to rehabilitate and extend the distribution networks of this precious resource in our towns and villages to make it more accessible to households. Major strides were also made in the electricity sector to reduce our country's energy deficit. About 44,000 solar panels have been installed in the 3 northern regions, covering 40% of electricity needs in the said regions. The 420 megawatt Nastigal Dam will be commissioned in the coming days.
The Lompanga Dam plant will also be operational in 2024. It will help to increase energy supply in the town of Betua and its environment. Several other hydropower facility projects are also planned or being launched. These include the Kikot, Mikuma, Grand Ewing, and Bini Awarat dams. In the long term, the installed capacity of all these facilities will secure our country's electric energy self-sufficiency. Additionally, it will make us reach the enviable status of electricity explaining our country. My dear compatriots, I'm aware of the extent to which the frequent water and electricity cuts are impacting your daily life and disrupting your activities. I can assure you that the government is sparing no effort to improve the situation in these core sectors. I have instructed my office to ensure celerity in administrative procedures and in sourcing for related financing by the relevant ministries. The same instructions have been given with respect to the need to improve the situation of our road infrastructure. As you must be aware, this problem is at the core of my worries. The related challenges are multiple. The most acute of them being the inadequacy of financial resources. However, I am pleased to note that we are also making relentless progress in this sector. I am therefore satisfied that during the year ending, over 700 kilometers of roads were asphalted or rehabilitated nationwide. Several related highways engineering structures were also built in the process. Construction works on the Leke Loop as well as the Kumba Ekondotiti and Babaju Bamenda roads are ongoing and will be continued at a satisfactory pace. Regarding the Ebolova-Kribi Road, negotiations with donors, which for long were stalled by environmental issues, are finally being concluded. All the requisite measures will be taken to ensure that the construction of this road, so eagerly awaited by the population concerned, effectively starts in 2024. I recently issued instructions for the rehabilitation of the Ngaundere-Garwa road. Negotiations are also ongoing with our financial partners for the completion of the construction works on the Mora-Dabanga-Kuseri road and the rehabilitation of the Edea-Kribi and Douala-Bafoussam road. The repair of urban road networks is continuing in towns of Marwa and Gaundere. The related program will extend to other regions. Motorway projects will not be left out during the coming year, with particularly the launching of the construction of the urban sector of the Yaoundé-Simaleng motorway and that of Phase 2 of the Yaoundé-Douala motorway.
Additionally, faced with the worsening situation, I have instructed the government to urgently find a lasting solution to the problem of household garbage collection in our cities, in collaboration with councils and city councils. Fellow Cameroonians, my dear compatriots, over the past 3 weeks, you were faced with a shortage of petroleum products, suffering many inconveniences as a result. To address the situation, I have instructed the government to take urgent measures to ensure constant supply of the market. However, the challenges in the sector are broader and more complex. You must be aware that to maintain pump prices of fuel at their current levels, which are far below those in neighboring countries, the state has to make huge financial sacrifices to subsidize petroleum product imports. The burden of these subsidies weighs heavily on our budget and significantly reduces the much-needed resources to address their problems facing our people. Last year, the government increased slightly the pump prices of fuel. As a result, the subsidy on petroleum products decreased from 1,000 billion CFA francs in 2022 to around 640 billion CFA francs in 2023. However, this subsidy continues to weigh heavily on public coffers. Though we will most certainly have no choice but to reduce it further, we will ensure that the requisite adjustments do not significantly impact the purchasing power of households. Ultimately, the rehabilitation of Sonara, which must be expected as I have instructed, should help to improve the situation in this sector. My dear compatriots, despite the government's goodwill, it is clear that the implementation of various projects to meet our people's aspirations faces a major impediment, namely inadequacy of the required financial resources. This is why I have repeatedly ordered the government to streamline public spending and find new ways and means of boosting public resources. Regarding the reduction of public spending, I have strongly reiterated my previous instructions to the government to reduce recurrent expenditure. Actions implemented to combat corruption and misappropriation of public funds are essential for protecting public resources. They will be intensified in the coming year. The 3-year integrated import substitution plan of 2024 to 2026, which I have instructed the government to implement, is also part of my effort to enable our country to
to save on these precious resources. This plan should help to reduce the negative impact of imports on our trade balance by strengthening our foreign sovereignty. Its deficit is estimated at just over 1,500 billion CFA francs per year. To increase such resources, there is a need to explore new avenues given the constraints of broadening the tax base and the slump in oil revenue. In this regard, solid minerals, especially gold, appear to be an excellent niche for financial resources. Our country is richly endowed with minerals, resources, and need to be exploited. I am delighted that the mining project I announced last year for the development of the Kribi Lobe, Bipindi, Grand Zambi, and Mbalam Nabeba iron ore deposits have been launched. Improving the business climate is clearly a prerequisite for attracting foreign investment and creating a robust private sector that should facilitate our transition to emergence through dynamic job and wealth creation. Trust in the judicial system is inevitable for perception of the business climate. As you are aware, the judiciary is one of the pillars of the rule of law. Therefore, it is imperative that it should act with complete impartiality and should be impervious to any interference. I would like to assure you that as guarantor of the independence, I will continue to take drastic measures against that. My dear compatriots, allow me to say a few words about the national education sector. Despite the government's effort, calm has been fully restored therein. Yet, according to stakeholders, the government has made commendable efforts in this regard. In addition to the various types of measures taken by the relevant ministries, more than 72 billion CFA francs was disbursed in 2023 to cover related expenses. An additional amount of 102 billion CFA francs has also been provided in the state budget for the 2024 financial year to cover residual expenditure. Therefore, it will be difficult for us to accept that a handful of teachers who seemed to have ulterior motives should continue to hold our children's education hostage. Let me be clear on this issue. As much as I am committed to ensuring that teachers practice their noble profession under appropriate conditions, I am equally uncompromising about respect for the right of our young people to education. Strong measures will be taken to ensure that our children do not fall victim to substantial education. Constructive dialogue will also be pursued with the recognized trade unions to address the aspirations and concerns of teachers in a peaceful manner. My dear compatriots, regarding safety, numerous road accidents
dissidents continue to plunge families into mourning and rob the country of precious human resources. I want to make it clear that this is unacceptable. Once again, I appeal to the sense of responsibility of drivers and bus service operators. All necessary measures must be taken to ensure the safety of passengers and other road users. The government, for its part, will not only step up efforts to improve the state of the road network, but will also rigorously apply the necessary preventive and repressive measures. My dear compatriots, thanks to the people's active cooperation with our defense and security forces, the situation in the northwest, southwest, and far north regions has improved significantly. It is now possible to calmly implement the reconstruction and development plans for the said regions. However, atrocities committed by terrorists have not completely disappeared. Unfortunately, civilians are the main victims. On the 6th of November 2023, the town of Manfi was the scene of a barbaric massacre of some 20 civilians in the middle of the night. I strongly condemn such atrocities which defy reason and have no justification whatsoever. I encourage our fellow citizens in the regions affected by terrorism to continue to cooperate with the defense and security forces, whose courage and professionalism I salute. I reiterate my appeal to armed groups to lay down their arms and join disarmament, demobilization, and reintegration centers. I am pleased to note that an increasing number of these combatants have responded to this call in recent weeks. For those who persist in criminal activity, be it terrorism or organized crime, the fate that awaits them is not enviable. They must know that our firm determination to ensure the security of our fellow citizens will never falter. Fellow Cameroonians, my dear compatriots, in a few weeks, our beloved indomitable Lions will participate in the 34th edition of the Africa Cup of Nations in Côte d'Ivoire. On behalf of you all, I would like to encourage and urge them to defend our country's flag with courage and honor as they have in the past. I wish you all a happy new year, 2024. Long live the Republic. Long live Cameroon. Vive la République. Vive le Cameroun. Plateau spécial dédié donc à cette allocution du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. 26 minutes chrono donc pour cette autre sortie du président de la République qui a fait le tour, hein, on dirait ainsi, passé en revue pratiquement tous les pans de la vie de notre pays en cette année 2024. Le sport, le social, l'économie. Le président est revenu, je le disais, c'est un discours que peut-être certains sur ce plateau pourraient qualifier de surprenant. Je vais
parler à Valère BESSALA, qui estimait tout à l'heure, avant que l'on ne commence ce discours, que les discours du chef de l'État n'étaient pas des discours neufs. Est-ce que cette fois-ci, vous revoyez un peu votre copie? Le président de la République, il faut le dire, a parlé à tout le Camerounais, puisqu'on a même parlé d'ordures ménagères. Oui, je vous fais allusion au teasing au biais que j'ai fait, au biais politique que j'ai fait en semaine, pour me mettre dans la peau du rédacteur du discours du président, pour dire qu'il ne dira pas grand-chose. En fait, il reprendra du réchauffé. Et je crois que nous avons eu raison à 50%, puisqu'en fait, on a vu qu'il y a une deuxième partie sur les détails dans lesquels il s'est livré. Je crois que c'est un discours qu'on peut féliciter. C'est-à-dire que sur le plan de la forme, il renvoie aux Camerounais que le président il est au courant des réalités et des souffrances quotidiennes du peuple, c'est-à-dire des problèmes basiques. Mais le fond de l'affaire, c'est qu'on a eu comme l'impression aussi qu'il s'est dit dans son fort intérieur qu'il n'est pas très actif lui-même sur le plan de la répression qu'il annonce depuis des années. Bon, j'ai vu la formule sur la répression, que nous avons reprise d'une certaine façon, a quand même changé. C'est-à-dire qu'il voulait nous rappeler en fait que la répression des détournements, la corruption va prendre un peu plus d'intensité pour 2024. Vraiment, la formule a changé. Bah alors, est-ce qu'on va rester sur la formule? That's the question. Sur un tout autre plan, quand même, je vais rester sur l'exégèse du discours de manière globale pour dire que sur la forme d'abord, j'ai vu un homme quand même qui est assez fatigué. Le président est vraiment fatigué. Et il ne faut pas qu'on se mette le doigt dans l'œil. Mais on peut comprendre aussi par rapport à son âge. Mais il a gardé encore quand même cette stature dans la diction de ses discours. C'est-à-dire que malgré la fatigue qu'on voit, on voit qu'effectivement, il tient encore son discours. Il maîtrise encore ce dont il parle. Mais le problème aussi, au fond du discours, puisqu'on n'a pas assez de temps, c'est que les secteurs qu'il a balayés sont pratiquement des secteurs à problème. Mais on se pose la question, pourquoi balayer des secteurs à problème et ne pas adresser les problèmes de fond? J'entre rapidement, je sors. Par exemple, le problème des poubelles. Après les poubelles et le développement urbain. Nous savons que les poubelles, le développement urbain, il y a un problème là-bas. Ils ont comme des problèmes d'argent, le paiement des salaires. On sait que ce n'est pas le problème de ceux qui s'y trouvent. Le DG est passé PCA, par exemple. Et le DGA est passé DG. Vous voyez des micmacs. Est-ce qu'on aurait pu aborder tout ça? Non, je vous pose des problèmes de fond. Parce qu'en fait, ceux qui mettent ces éléments de détail dans les discours du président ne lui font pas du bien. Parce qu'en fait, le diable est dans le détail. Il ne faut jamais l'oublier. Si on prend le problème des routes de manière globale, le problème des routes qui se pose n'est pas un problème de... Il y a moins de routes, il y a plus de routes. Le problème des routes, c'est la qualité des routes. La qualité dans la construction des routes, le matériau utilisé. Dans la dégradation, écoutez madame, la dégradation des routes s'accélère une fois qu'une route a été achevée. Donc on a ce véritable problème. Est-ce que l'argent utilisé est vraiment utilisé à bon escient? C'est ça le véritable souci, parce que c'est un ministère qui nous prend énormément de sous. Si on sort sur le plan de l'électricité et de l'eau, moi je dirais une chose. Sur un plan, j'ai parcouru, vous savez, moi je parcours très rapidement les réseaux pour voir les tensions et les appréhensions. Je pense qu'à ce niveau, par exemple, on devrait frapper sur les doigts, par exemple, de ceux qui travaillent dans l'électricité. Parce que pour une journée ou une soirée où le président doit parler, on devait réquisitionner, par exemple, les centrales de la Dibamba et la centrale de Kribi et mettre du fuel pour que, effectivement, les gens ne manquent pas le discours du président. Donc le président ne sait pas que, pendant qu'il parlait, il y avait des gens qui étaient dans le noir. Notons que sur cette aspect, c'est plutôt félicité. Pour la question de l'eau, je sors par là. Le président, il a parlé de l'eau. Il parlait de Paipis et tout ce qui vient de la Sanaga. C'est bien. Mais le problème à la KUATE, les problèmes de l'eau au Cameroun, ce n'est plus tellement la desserte. C'est le problème des maladies qui sont liées à l'eau. Parce qu'en fait, les canalisations de cette affaire-là sont très vieillottes et en cours des maladies pour les consommateurs. Nous avons donc ces problèmes de fond. Donc, de manière générale, le président est à féliciter parce qu'il est allé quand même un peu plus loin que d'habitude dans son discours. Mais maintenant, la question que nous nous posons, c'est est-ce qu'il va vraiment suivre en 2024? Est-ce qu'il va vraiment sanctionner? Est-ce qu'il va encore diriger le Cameroun en 2024 avec les mêmes individus que le peuple réprouve au quotidien par leur malfaçon et leur mauvaise gestion? On va aller un peu rapidement parce que vous savez, on n'a pas beaucoup de temps. Bonono Bakota, qui nous vient du PURS, dont le secrétaire général du PURS ne semble pas du tout d'accord avec vous. Le président n'est pas allé loin. On a vu un discours où le président est au fait, disons ainsi. Bon, tout ce qui se passe, on parle des ordures, c'est vraiment les problèmes du quotidien, les ordures
infrastructures, l'électricité, l'eau, le président est revenu, les problèmes de route. Ça, ce sont des problèmes que les populations adressent au quotidien. Ça, le président, c'est un président qui a lu ce qui se passe, je vais le dire comme ça, dans le quotidien des Camerounais. Alors, première chose, on n'a pas à féliciter quelqu'un qui fait son travail. Donc, si le président parle des problèmes des Camerounais, il a été élu pour ça. Et je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on doit le féliciter s'il parle des problèmes des Camerounais. Deuxièmement, quand vous parlez des poubelles, ça me cœur énormément, parce que ce n'est pas un président de la République de parler des poubelles. Ça veut dire qu'il y a un problème dans la gouvernance. Les poubelles, nous savons que c'est géré par des communes et ainsi de suite. Moi, je pense aller loin, peut-être en belle intention, mais on est resté dans la cohérence de ce qu'on a depuis aujourd'hui 42 ans environ. C'est-à-dire si vous prenez le discours de 2022, il y a plein de choses qui ne sont plus revenues là-dessus. Je prends le cas, par exemple, il a évoqué l'orientation économique que le Cameroun a eu, à prendre depuis. C'est-à-dire que, puisqu'il faut développer, du moins aller vers une situation où on soit moins dépendant de l'importation, on devrait pouvoir encourager la production locale par rapport aux produits dont on a le potentiel au niveau du Cameroun. Mais ceux qui nous suivent actuellement, quand ils vont au marché, le prix d'huile a doublé. Un certain nombre de denrées alimentaires que les Camerounais consomment chaque jour. Le président notait que l'inflation a été maîtrisée et stabilisée, 6,9%. Ce sont les chiffres du président de la République. Il faut le dire à la ménagère qui est à la maison, qui vous regarde, qui prépare sa nourriture pour demain. Ce n'est pas à moi qu'il faut dire ça. Deuxièmement, parce que si le président dit des choses telles qu'il le dit, il a évoqué en 2022 les entreprises, je vais dire des projets miniers, 3 projets miniers. Le 26 décembre dernier, on a vu 2 ministres se balader du côté de Balam pour annoncer que le lancement technique du projet a commencé. Je ne sais pas ce que ça veut dire au Cameroun, parce que lorsqu'on parle des projets techniques, on peut se demander où en sommes-nous avec l'Ompanga, où en sommes-nous avec un certain nombre de projets dont on a fait les lancements, même la pose de la première pierre en 2010. Pour moi, je suis resté sur ma faim comme d'habitude, c'est-à-dire que si je me plonge dans la vie des Camerounais de chaque jour, plein de quartiers dans plusieurs villes du Cameroun n'ont pas d'eau potable. Plein de quartiers souffrent encore des problèmes d'électricité. On en parlait, M. Valère BESSALA parlait tout à l'heure, qu'il y a une bonne partie des Camerounais qui n'ont pas pu suivre, ne serait-ce que les belles intentions qui ont été déclarées, parce qu'ils n'ont pas accès à l'électricité. Ça, ce sont les problèmes concrets des Camerounais. Et si le président en parle, il n'est pas à féliciter, parce que c'est son travail, il a été élu pour lui. Lui-même l'a dit, que le travail du gouvernement en 2022 dans son discours, que c'est d'améliorer les conditions de vie des populations. Donc, le dit, ce n'est pas un mérite, à mon avis. Monsieur le ministre, ce discours du président de la République, un discours félicité même par certains, un président qui est revenu sur un certain nombre de faits, même si on estime que c'est des détails que l'on aurait pu mettre de côté. Parler par exemple des poubelles dans un discours du 31 décembre. Pour vous, est-ce que... Bon, d'abord, je me réjouis de ce discours. J'ai vu un président en pleine forme, droit dans ses bottes, qui invite son peuple autour de lui à suivre la bonne direction qu'il a prise. Et je constate quand même, mon jeune frère Bessala, il a peut-être le don d'ubiquité, parce que je ne sais pas, on est ici depuis un bon temps, on a écouté le discours, mais il sait qu'il y a des gens qui n'avaient pas de lumière pour écouter le discours pendant qu'il était là. Alors, je crois que il faut qu'on prenne les choses comme des choses qui doivent se produire tous les jours, à tout moment et partout. Donc je crois que d'abord le président s'est adressé aux Camerounais dans un style fait de simplicité, de clarté langagière. Ensuite, sans aucune vulgarité d'ailleurs, parce que là c'est clair, c'est simple, et je crois que le niveau d'engagement personnel du chef de l'État est très frappant. Il est convaincu de ce qu'il dit, il affiche sa détermination sans faille pour le mieux-être des populations. C'est ça qui anime tout au long du discours son souci. Et dans le fond, il a abordé vraiment tous les problèmes de grande actualité aujourd'hui. Je ne vais pas les énumérer, mais je dois quand même dire que les défis, le défi de l'inflation, il nous donne des chiffres qui sont rassurants.
le problème d'import-substitution. Il nous donne des chiffres qui rassurent. Il évoque les difficultés de la conjoncture, c'est tout à fait normal. Et quand il parle de l'énergie, il y a les espoirs qui sont en vue, tous les projets qui sont en train de se mettre en œuvre. On pense que nous sommes en train d'avancer parce que c'est vers ça qu'il faut aller. Alors, lui, il parle encore. Ce soir, moi, je suivais un journal où toute une équipe d'un ministère, ce soir au journal de 19h, toute une équipe d'un ministère était sur une route où ils étaient en train d'étudier comment emmener les machines qui vont faire l'exploitation du fer. Les machines sont là, elles sont déjà là. On les a montrées. Donc on ne met pas en... Il ne faut pas faire douter les Camerounais des choses qui existent, qui sont réelles, qu'on a vues. Donc je crois que c'est un discours pour moi qui est tout à fait rassurant, qui donne la bonne direction, qui est celle d'un chef qui croit ce qu'il fait et qui invite ses compatriotes à suivre et à se mettre vraiment au travail, parce que c'est ça que... Alors, discours rassurant, honorable Angélbert et Somba Bengono, mais est-ce que c'est un discours en adéquation entre ce que dit le président et ce qui se passe sur le terrain? Lorsque le président déclare, par exemple, que des efforts considérables ont été faits en matière d'énergie électrique et que l'on sait que dans la ville de Yaoundé, l'on vit depuis quelque temps encore des coupures intempestives de courant, est-ce que c'est un discours qui, selon vous, si oui, le président a abordé beaucoup de pans, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une adéquation entre ce qu'il dit et ce qui se passe sur le terrain? On revient par exemple sur ces lancements des projets miniers. Certains, on les lance il y a quelques jours. Est-ce qu'ils sont vraiment lancés? Est-ce qu'on est juste au niveau des annonces? Est-ce que vous sentez vraiment que c'est ce que vivent les populations, ce que dit le président? Par exemple, je parlais du secteur de l'électricité. Je suis quand même étonné de votre question, madame, parce que tous les dimanches, vous animez une émission ici, Canal Presse, qui ressasse pendant au moins 2 heures les problèmes dont on parle. Moi, j'entre dans le champ lexical du président. Le président dit pénurie diverse. Ça veut dire qu'il reconnaît qu'il y a des choses qui manquent. Il dit secteur sensible, électricité, eau potable. Vraiment, ça dit... Et je suis étonné que mon cher petit frère en face néglige les problèmes des Camerounais. C'est-à-dire le fait que le président en parle devient pour lui un élément de moquerie. Et il fait la politique. Ça, c'est très grave. C'est-à-dire qu'un président qui écoute les pénuries diverses, qui reconnaît les pénuries diverses, parle de secteurs sensibles, c'est-à-dire les secteurs qui sont susceptibles de générer des tensions sociales insupportables, l'électricité et l'eau. Et sur le plan de l'électricité, le président le reconnaît. D'ailleurs, la capacité de production installée couvre les besoins du Cameroun. Le problème de l'électricité au Cameroun, c'est à 2 niveaux, la distribution et le transport. C'est pour cela qu'il y a encore des poches d'obscurité que le président reconnaît. Il dit d'ailleurs que les coupures intempestives dans ces secteurs ont causé beaucoup de désagréments aux Camerounais. Il le dit dans le discours. Il dit aussi que nous sommes sur la bonne voie. Non, il dit que nous sommes sur la bonne voie. Pourquoi? Parce que les efforts d'investissement qui restent à faire, cher petit frère, sont dans le secteur du transport. Natigal sera mis en service dans quelques jours, mais la ligne s'arrête à Nyom. Il faut maintenant transporter tout ce qui vient de Nyom vers le réseau interconnecté sud. Par épices dont parle le président, c'est de l'eau potable. Donc tout le monde a vu les lourds travaux qui ont modifié la configuration de la ville de Yaoundé, causant de nombreux désagréments. Il faut également transporter vers les ménages et vers les industries. Donc, moi, quand vous entrez dans le champ lexical, c'est-à-dire c'est l'ensemble des mots que le président utilise pour expliquer les situations aux Camerounais. Vous prenez l'import-substitution, j'entends parler de l'inflation ici, mais une inflation maîtrisée, il faut d'abord dire que l'inflation, le rôle de la maîtrise de l'inflation, ce n'est pas le gouvernement, mon cher ami, ça c'est les mesures commerciales. L'inflation, c'est le rôle de la Banque centrale. Voilà. Donc, et l'inflation au Cameroun est rampante, elle n'est pas galopante. C'est-à-dire la situation que vous décrivez, d'ailleurs, je dis à ceux qui nous regardent que les huiles raffinées vont encore augmenter. Parce qu'en 2024, pour préciser,
encourager l'industrie locale, on est obligé de relever la taxation des huiles raffinées importées. Parce qu'elles ont déjà subi un premier niveau de transformation à l'étranger et viennent justement avec une forme d'inflation qui est importée et qui vient perturber le panier de la ménagère. Donc, il ne s'agit pas d'être d'accord, je ne vous demande pas d'être d'accord, c'est dans la circulaire, c'est dans la loi des finances. Non. Allez-y. C'est déjà dans la loi des finances et c'est dans la circulaire que le ministre des Finances a signé le 29 décembre dernier, portant instructions relatives à l'exécution. Ça, ce sont des mesures de soutien de l'impôt-substitution. L'autre grande mesure soutien de l'impôt-substitution, c'est les 200 milliards de garanties, retenues également dans la loi de finances 2024, que l'État accorde aux entreprises qui acceptent d'augmenter dans les secteurs éligibles la production locale des biens et des services. L'autre mesure, et vous le savez certainement, c'est qu'un certain nombre de produits importés vont subir un relèvement du droit d'assises et de la taxation, 25%, 12,5%, pour un certain nombre de produits de grande consommation, dont la présence sur nos marchés perturbe la réalité de l'impôt-substitution comme une réalité de marché. Et donc on ne peut pas dire que l'impôt-substitution... Non, l'impôt-substitution est en train en 2024, logiquement, avec les mesures commerciales, les mesures tarifaires et les mesures de relèvement et de soutien au crédit à la production, on devrait amplifier l'impôt-substitution de manière de faire en sorte que lorsque la ménagère va au marché, au moins 6 produits sur 10 soient de nature camerounaise. Et je conclue mon propos en disant que si vous regardez la circulaire dont je parle, sachez qu'en ce qui concerne les biens meubles, par exemple, la préférence est nationale. C'est-à-dire que pour une certaine catégorie de meubles, les chaises, les tables, qui n'ont pas besoin d'une réglementation spéciale, la priorité est à la préférence nationale. Et la commande publique doit aller dans cette direction. Sinon, il y a rejet de votre commande. Donc, il y a un certain nombre de mesures comme ça que le président, le discours du président inspire dans ma première prise de parole pour dire que lorsque vous revisitez les mots que le président utilise, vous voyez un président qui est à l'écoute au quotidien des populations. Et je dis que la fatigue du président, celle dont parle mon cher ami BESSALA, peut lui sembler être physique, mais en réalité, le président a un cerveau qui fonctionne à 100%. Très bien. Alors, c'est le sentiment que vous avez également professeur MVONDO qui nous a rejoint. Je n'ai pas fait la présentation parce que vous êtes arrivé alors que l'on était en train de suivre le discours du président de la République. Professeur MVONDO qui est avec nous ce soir, capitaine du parti Univers. C'est le sentiment que vous avez eu également, un président qui est à l'écoute des populations, au fait de ce qui se passe. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez eu? Vous savez, madame, lorsque vous m'avez convié à ce débat, ma première réaction était celle de savoir de quoi nous allons parler. Vous avez dit le discours. Je vous dis de quel discours? Il y a encore le discours du président. Il est encore là. Parce que j'estime qu'il n'y a plus grand chose à dire à la suite d'une prise de parole de quelqu'un qui aux affaires depuis 1962. Il n'a plus rien à apporter. Mais pendant qu'on y est, j'aime bien envie vous poser la question. Ben, c'est vous qui posez la question. Combien de présidents avons-nous? Parce que j'ai entendu 2 personnes parler. Il y a un qui a fait un discours, et puis il y a un autre qui est venu parler, je ne le connais même pas. Avons-nous... C'est la traduction. On revient donc il y a un président qui fait le discours, et il y a un autre président qui vient traduire. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça, professeur. C'est moi qui parle. Laissez-moi gâter. Vous allez réparer après. Si vous m'avez fait venir ici, c'est bien parce que je suis un polémiste. Et cette polémique que je mets a un sens. Parce que ce que nous vivons là est le reflet d'un échec. Le Cameroun est bilingue depuis 1961, après la réunification. Il y a eu 2 États. Plus encore, ce bilinguisme a été réaffirmé, a été proclamé, et nous avons à la tête de notre État un président qui ne peut pas parler à ses compatriotes en français et en anglais. Peut-être dans un bilinguisme alternatif. Parce que le président doit être le modèle et doit être celui qui donne le cap, celui que la jeunesse doit suivre. Mais on nous fait savoir que le président ne parle qu'au français. Pourtant, de ce que je sais, le président Biya s'exprime bel et bien en anglais. Ça change quelque chose sur le fond?
En ce qui concerne le fond, si vous voulez qu'on en arrive, je vous dirais d'abord que ce discours, joignant un peu ce que je vais dire en la forme, je n'ai pas le sentiment que celui qui le dit est celui qui l'a pensé. Cela peut très bien se comprendre. À un certain âge, on est fatigué. Mais certains vous diront que à un certain âge, on est sage. Mais le monde est dynamique aujourd'hui. Je voulais voir à travers l'écran un président qui montre le dynamisme de son pays à travers le dynamisme affiché de sa propre personne. Mais mon Dieu, le monde, c'est la bataille, c'est les conquêtes. Nous ne méritons plus d'avoir un président qui, à la limite, somnole pendant qu'il fait un discours. Et c'est pour ça que je voulais inviter ses proches collaborateurs qui sont, et pas des moindres, des députés sur la table, des sénatrices, une sénatrice et un ministre de la République. À un moment donné, si nous aimons le Cameroun, si ses collaborateurs aiment le Cameroun, ils devaient pouvoir dire à M. Biya, qui aime aussi le Cameroun, que lorsqu'on aime le Cameroun, son pays, à un moment donné, on doit passer la main. Souvenons-nous que, en 1982, lorsque Aïdjo s'en va, le premier président, pour le rappeler aux jeunes qui pensent que le Cameroun commence avec Biya et s'arrête avec Biya, que ce premier président avait mon âge, 58 ans. Et il était, disait-il, déjà fatigué. Et c'est tout à fait compréhensible sur le plan humain. Le président est fatigué. Demandons à M. Biya, avec toute la sagesse qu'on peut lui reconnaître, qu'il aille se reposer et qu'il nous laisse notre Cameroun, son Cameroun aussi, pour que quelqu'un d'un peu plus dynamique. On vient nous dire, j'ai entendu tout à l'heure. S'il vous plaît, on va passer rapidement. La fatigue peut être physique. On va refaire l'humanité. Très bien. On ne va pas refaire l'être humain. Nous nous fatiguons à 58 ans. Je n'ai plus le même cerveau que celui que j'avais lorsque j'avais 30 ans. Merci. Plus encore. Lorsque quelqu'un a cet âge, il est grand temps qu'il entre dans l'histoire. Et nous souhaitons qu'il entre dans cette histoire par la grande porte. Offrons-lui minimalement l'opportunité de 2025 pour qu'il aille se reposer et qu'il laisse le Cameroun, qui ne lui appartient pas seulement, continuer vers sa marche, vers le progrès. Quoi? Très bien, on va s'arrêter là. Marche vers l'émergence qu'on nous promet en 2035, sûrement quand nous tous serons déjà morts. Nous voulons vivre maintenant. Les Camerounais veulent vivre maintenant. Je vous en prie. Veulent voir leurs problèmes résolus aujourd'hui et non pas seulement en 2035. Merci. Vous m'invitez et vous m'empêchez à même temps de parler. On va aller rapidement. On a deux plateaux, on a un duplex, on a deux plateaux, il n'y a pas beaucoup de temps. Voilà. Si, on reviendra, si le temps nous le permet. Françoise PUENE, les points forts de ce discours, selon vous. Oui. Merci beaucoup. J'ai suivi très attentivement les autres. Dit que le président est fatigué, dit que le président n'est pas constant. Mais ce que moi je vais dire, c'est que de fonctionnement, le chef de l'État l'a relevé. Ça, c'est très important pour les Camerounais. Et nous devons le relayer. Il a dit, il a instruit de réduire le budget de fonctionnement et d'augmenter le budget d'investissement. C'est un point important. Alors, tout à l'heure, nous étions en train de parler des problèmes de l'électricité. J'ai personnellement visité la Natigale. Et les premières turbines sont déjà en service. Donc c'est une réalité que dans les prochains mois, le Cameroun va exporter l'électricité. Ça, c'est une réalité. Ne riez pas. Moi, je suis allé toucher du doigt. Et ce sont des projets qu'il faut féliciter. Le chef de l'État s'est engagé à faire la route de Ngaoundéré-Garoua, l'autoroute Simalène, la route de Douala-Bafoussam. Ce sont des engagements. Mais la mise en œuvre n'est pas faite par le président de la République. Il y a des gens qui vont faire la mise en œuvre. Et ce n'est pas parce que le chef de l'État a 80 ans qu'il ne va plus maintenant diriger le Cameroun. Il n'est même pas en fin de mandat, M. MVONDO. Attendez au moins que le chef de l'État arrive en fin de mandat. Alors, il lui reste encore plus d'1 an maintenant.
Donc, je pense que le chef de l'État a été très serein. Il est serein. Et je pense également que le chef de l'État connaît bien les Camerounais et il connaît suffisamment les problèmes des Camerounais. Alors, un aspect, monsieur le ministre, qui, moi, m'interpelle un peu aujourd'hui, c'est le président qui a parlé de l'éducation nationale est revenu sur la question des enseignants. Je vous la pose là en tant que ministre du Travail, de la Sécurité sociale et habitué à la gestion des questions sociales. Est-ce que ça, c'est un pan de discours qui apaise la situation? Lorsque le président dit clairement, je vais retrouver, le dialogue se poursuivra peut-être, mais qu'il estime que les enseignants ont peut-être, ceux qui revendiquent aujourd'hui, ont certainement un autre agenda. Je paraphrase un peu, parce que je ne retrouve pas les mots du président, mais est-ce que ça pesant comme discours, alors qu'on sait tout ce que ces marches ont fait, ces enseignants qui réclament depuis... Non, c'est très apaisant. Vous allez me permettre de répondre à cette question, mais je dois dire que nous sommes entrés dans une ère de liberté où vous constaterez que mon voisin de droite, comme celui d'en face, M. MVONDO, veulent nous enfoncer dans la dictature. Il faut que le président fasse ce qu'il veut. On a regardé tous la même télévision. Le président a l'âge de ses artères et il a fait un discours vraiment... Il n'y a rien à redire sur... Vous êtes venu faire la campagne électorale ou la pré-campagne ou demander que le président... C'est votre droit, c'est la liberté. Nous avons tous voulu cette liberté, mais il faut maintenant savoir comment l'utiliser. Le problème des enseignants que le président a posé est un problème fondamental important. Il invite à poursuivre le dialogue parce qu'il y a eu des dérapages énormes. Vous savez qu'il y a des associations d'enseignants qui n'ont pas voulu se déclarer, mais qui agissent comme au maquis, disons ce mot, comme au maquis. Je suis en charge, quand vous m'interpellez, vous avez raison, je suis en charge des syndicats. Je convoque les syndicats arrivent, et puis, dans la salle où nous nous trouvons, ils se mettent à se battre entre eux. Moi, je suis pas. C'est-à-dire que et les gens refusent de se déclarer. Alors, le président dit, vous devez traiter avec des organisations syndicales reconnues. Parce qu'en plus, le président donne des instructions pour qu'on règle les problèmes de ces enseignants, et c'est ce qui a été fait. Ceux qui ont des agendas cachés, qui ne veulent pas se présenter et qui se contentent de régler les problèmes parce qu'ils pensent qu'on peut régler les problèmes uniquement dans les réseaux sociaux, disons franchement, cela ne sera pas possible. L'État a les moyens. On leur a répété depuis des mois. Milliards. Alors, il y a eu 72 milliards qui ont été... Comment comprendre qu'aujourd'hui, jusque-là, qui est toujours... Non, il y a eu des retards d'avancement, par exemple. Il y a eu des retards dans les avancements. Il y a eu des choses qui se sont accumulées et qu'il faut rattraper. Parce que pendant qu'il y avait ces retards, on a continué de recruter. Parce que l'État recrute tous les ans. Ça s'est accumulé. C'est une question de gestion très simple. Et là, le président a demandé qu'on régularise tout cela. Ça va se régulariser sous 2 ou 3 ans, pas plus. Et à ce moment, on va retrouver une vitesse normale. Alors, pour revenir justement par exemple à la question des enseignants, M. Bonono, voilà un problème qui est épineux, je dirais, de l'année 2024. Et sur la question, le président a été assez clair et au fait. Monsieur le ministre parlait de liberté. Avant de revenir, je voudrais dire à l'honorable que je suis responsable de ce que je dis sur ce plateau, pas responsable de votre compréhension de ce que je dis. Une fois que je l'ai dit, je l'invite à utiliser le même champ lexical de l'écoute du discours du président lorsque moi je parle. Peut-être que là, il comprendra plus. Sur la question des enseignants, je pense que, comme d'habitude, j'ai suivi le président de la République, il y a des mesures qui sont en train d'être prises par rapport notamment à la régularisation de la question des aérés d'avancement, du moins des retards. Le problème qui s'est posé, il est tout à fait simple. Il y a eu des promesses en 2022 qui n'ont pas été tenues et c'est ce qui a exaspéré les enseignants. Et cela signifie que les enseignants ont posé ce problème de régularisation de leurs aérés, la question de statut, la question de forum.
Mais je voudrais dire, c'est bien de menacer. Mais souvenons-nous également ce que les menaces des années 90 et 2000 ont causé sur la qualité de l'éducation au Cameroun. Parce qu'il faut dire que quand l'enseignant est fâché, quand le militaire est fâché, par exemple, on entend l'arme détonner. Mais quand l'enseignant est fâché, c'est 10 ans plus tard que vous vous rendez compte qu'en réalité, dans sa colère et sa démotivation, il n'a pas fait le travail qu'il devait faire. On peut menacer, mais le président de la République ne sera pas dans chaque salle de classe avec chaque enseignant pour venir voir ce qu'il fait. Est-ce que vous considérez Moi, je pense que la sortie du président comme une menace? Bien sûr, il a dit. Ça dit que c'est le bâton et la carotte. C'est le bâton. Parce que tous les problèmes qui sont réglés, ce sont les problèmes d'avancement. Mais il y a d'autres problèmes, notamment le statut de l'enseignant, la question de la révalorisation de la valeur indiciaire. Ce sont des problèmes concrets qui sont posés et que les enseignants vont continuer à poser. Et je suis désolé, monsieur le ministre, les réseaux sociaux ont fait une opportunité d'expression. Et aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, justement, vous êtes obligé d'écouter à la fois des syndicats, pour certains qui sont plus légitimes auprès des enseignants, et les enseignants eux-mêmes auprès des réseaux sociaux. Cela ne veut pas dire que un enseignant particulier a un agenda caché. C'est tout à fait normal que si vous travaillez, qu'on paye votre argent. Et c'est tout ce qu'on remarque. Vous pouvez menacer, mais je dis que le président ne sera pas avec chaque enseignant dans la salle de classe pour voir comment est-ce qu'il travaille, comment est-ce qu'il sert. On verra d'ici 5-10 ans la qualité de l'éducation, comment est-ce qu'elle aura un coût. Il faudrait accepter, s'il vous plaît, oui, allez-y. Il faudrait accepter que le président, d'abord, n'a pas menacé qui que ce soit. Le président parle d'un problème qu'il connaît bien. Et il sait que là-dedans, il y a des gens qui ont eu des agendas cachés, qui ont agi dans l'illégalité. Ce n'était pas, je le confirme, moi, j'ai vécu ça au jour le jour. Donc, le président dit, empruntons la voie de la légalité, résolvons les problèmes dans la légalité et dans l'efficacité. Il demande qu'on paye, qu'on rattrape, qu'on continue la voie. Donc, qu'on retrouve la voie de la sérénité normale et il redonne à l'enseignant toutes ses lettres de noblesse et toute sa reconnaissance depuis le sommet de l'État. Oui. Très bien. Alors, Valère, BESSALA, on pique comme ça certains aspects qui ont été abordés par le président de la République, puis on parlera de ce discours, je l'imagine, dans les prochains mois encore. La question des produits pétroliers, on parlait des réseaux sociaux tout à l'heure, on suit également sur les réseaux sociaux et le sentiment que les internautes sont en train de partager, c'est que le président dit qu'on s'avance encore vers une autre augmentation. Est-ce que c'est ce que vous avez vous aussi entendu? Non, mais c'est une question de résumé. C'est une question de résumé. Faisons un rapide résumé, parce que j'ai comme l'impression que nous piquons sur les cheveux. Résumé, le président nous a annoncé qu'il y aura un relèvement du prix du carburant. Ça, c'est indéniable. Il l'a dit. C'est un langage. Le président nous a fait comprendre que, comme il y aura un relèvement du prix du carburant, lui, il tient à ce que la réserve de subvention baisse davantage. C'est-à-dire que de plus de 1000 milliards, c'est ce qu'il a dit. En 2023, il est descendu à 640. Donc il faut baisser encore. Lui tient à baisser encore cette subvention. Donc ça va, en d'autres termes, j'augmenterai. Ça va augmenter. La deuxième chose que le président, il dit, c'est qu'il tient à ce que l'impôt substitution avance. Mais le problème de l'impôt substitution, le ministre l'a évoqué, l'honorable Angelbert l'a aussi évoqué, le problème de l'impôt substitution, moi je ne sais pas pourquoi on le fait dire au président. Le problème de l'impôt substitution n'est pas, pour moi, les raisons qu'il a avancées. Le problème, c'est plutôt ceux qui travaillent dans la chaîne du commerce en collaboration avec les acteurs de l'économie. C'est-à-dire qu'ils sont en complicité pour toujours garantir des importations de ce dont nous pouvons nous passer à l'intérieur en termes de consommation. C'est ça le véritable problème. Vous comprenez, madame? Si on parle du blé, parlons du blé. Par exemple. Impôt substitution, moi j'ai vu quelque chose comme ça en semaine. Le ministre du Commerce a tenu une assise. Ben alors, qu'est-ce qu'on fait pour la patate, pour que ceux qui cultivent la patate la cultivent effectivement en masse et qu'ils puissent avoir des écoulements, c'est-à-dire des preneurs? Rien du tout. On peut parler du manioc, on peut parler de tout. Non, madame, le problème n'est pas donc là-bas de faire parler de ça. Parce qu'en fait, vous allez comprendre pourquoi j'évoque ces quelques sujets. Je passe. Le problème à parler du nord-ouest et du sud-ouest. S'il vous plaît, ne nous dites pas qu'on fait dire au président. Vous allez comprendre, monsieur le ministre, vous allez comprendre pourquoi je le dis. Vous allez comprendre pourquoi je le dis. Alors, quand on parler du nord-ouest, le président nous a aussi fait une autre révélation. Qu'en fait, la guerre au nord-ouest-sud-ouest
est terminée. Non, il a dit la situation s'améliore. S'il vous plaît. La situation s'est améliorée. La situation s'est améliorée. C'est exactement le terme qu'il a utilisé. Écoutez-moi bien, madame. Oui, allez-y. Écoutez-moi bien, madame. Oui. Que la guerre au nord-ouest, au sud-ouest est terminée. Non. Parce qu'en fait, là-bas, il y a des groupes armés, des bandits de grands chemins. Vous faites très attention, c'est un langage de politique et d'administratif. Quand tu avais la mise en place, c'est un langage de politique, c'est un langage de politique et d'administratif. Pour vous dire en fait que en 2024, il va donc accentuer, puisque si l'affaire n'est plus une affaire d'extérieur et que c'est resté une affaire d'intérieur, alors il ne reviendra qu'à nos forces de défense et de sécurité d'achever le travail. Et vous n'êtes Maintenant, pas d'accord vous contredit dessus. Très bien. Alors, le quatrième point de résumé. Moi, je dis, la seule chose que le président a introduit dans ce discours, c'est l'intensification de la lutte contre la corruption. Et pour conclure sur mon propos, cinquième élément, c'est la menace des enseignants. Vraiment, moi, je refuse qu'on dise qu'il n'a pas menacé. Non, c'est un langage. Vous savez, dans l'administration, un président ne dit pas « je vais vous ». Je vais vous. Quand il utilise le langage qu'il a utilisé, c'est pour vous dire, en fait, je vous ai donné 72 milliards l'année d'avant. J'ai encore demandé qu'en 2024, on vous donne 102 milliards. Alors, c'est lui qui bronchera encore, je prendrai des mesures. C'est tout ce que le président veut dire. Rapidement. Pour sortir, donc, madame. Oui, rapidement. Non, madame. Rapidement, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Madame, je finis. Madame Sénateur, je finis. Oui, terminez rapidement. Rapidement. Pour donc vous dire quoi? Pour vous dire que ce discours, dans le langage administratif que j'ai fait, c'est un discours qui est resté dans la même logique que le discours de 2021. Parce qu'en 2022, il avait fait une grande différence. Les rédacteurs de 2021, ou le rédacteur final de 2021, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a fait beaucoup de business dans le discours. C'est-à-dire, il a fait dire au président des choses qui n'avaient jamais existé. Et nous sommes montés au créneau, s'il vous plaît. Nous sommes montés au créneau pour dire effectivement que ce discours était un discours pour plaire à certains ministres ou bien pour faire du travail pour certains ministres auprès du président. Très bien. En 2022, le président a rétrogradé, on a compris qu'il a évacué ses côtés. Ce 2023, cette logique est revenue. On nous parle des travaux publics où rien n'avance. Beaucoup de félicitations de ce côté-là. Oui. Les péages, on sait que 14 péages nous ont coûté 42 milliards pour une valeur en paix. Vous êtes étonné que le président se félicite de ce genre de choses? Non, il y a des choses qu'on ne peut pas dire quand on est président. Je suis avec monsieur le ministre dans ce sens-là. C'est-à-dire, c'est ça en fait. Il y a dans le domaine... On va finir, s'il vous plaît. Oui, je finis. Sur le domaine des poubelles, parce que je reste dessus. Vous savez, un pays, c'est l'ordre. Un pays, c'est l'hygiène et salubrité. Vous comprenez? Et si vous restez donc sur l'élément de poubelle, on fait dire au président, en fait, que les collectivités sont les responsables de cette affaire. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Nous savons que les mairies de ville coordonnent, en fait, l'action des ACAM et mettent la main dans la poche pour donner l'argent aux ACAM. Mais nous savons que le problème n'est pas les mairies de ville. Le problème, c'est au ministère du Développement urbain et de l'habitat. On revient. S'il vous plaît, c'est terminé. Rapidement, le véritable problème, non, moi j'ai fini. Et que le véritable problème, il faut qu'on applique plutôt le Code général des collectivités. C'est-à-dire qu'il veut qu'il y ait une décentralisation, même dans la gestion de l'hygiène. Donc, vous voyez que le discours du président a été utilisé pour régler des comptes. Le discours du président a été utilisé pour régler des comptes entre les membres du gouvernement. Monsieur Bessala, on va passer. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Moi, j'ai l'extrait du discours sur les enseignants. Est-ce que je peux vous le lire? Mais rapidement, monsieur le ministre. En dehors de nombreuses mesures de divers ordres qui ont été prises par les administrations concernées, plus de 72 milliards de francs ont été débloqués en 2023 pour prendre en charge les dépenses y afférentes. Une provision complémentaire de 102 milliards a également été constituée dans le budget de l'État au titre de l'exercice 2024. Il sera dès lors difficilement admissible que... Allez-y, s'il vous plaît, laissez... que l'éducation de nos enfants continue d'être prise en otage par une frange d'enseignants dont les motivations réelles
semble s'écarter des objectifs affichés. Merci. S'il vous plaît, je voudrais être clair. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. C'est ça, c'est clair. Je vous dis qu'il y a eu des menaces. S'il vous plaît, oui, allez-y, honorable. Je vous en prie, Valère Bessala, s'il vous plaît. On va se calmer. On va se calmer, s'il vous plaît. L'honorable Bengon va prendre la parole et puis on va aller du côté de Douala et puis on reviendra. Allez-y. Nous parlons là du service public de l'éducation. Oui. Je rappelle à ceux qui nous regardent que la frange d'enseignants qui tend la corde et qui amène des revendications nouvelles à chaque séance de négociation continue à assurer des enseignements dans le service privé de l'éducation, notamment confessionnelle et non confessionnelle. Donc, et là-bas, ils ne sont pas mieux payés que par l'État. Donc, non, attendez, laissez-moi parler, vous avez parlé, je vous ai écouté doctement. Je dis donc que le président poursuit, je reste dans le champ lexical, que lui, il est garant du droit à l'éducation, qui est dans la Constitution. Personne ne peut le nier. Il se porte garant de ce droit à l'éducation et il dit qu'il a prescrit des mesures urgentes et fermes. Mais le dialogue va se poursuivre avec les syndicats reconnus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État veut en face de lui, dans cette matière-là, des organisations quand même qui sont à tout le moins reconnues parce que nous sommes quand même aussi dans la liberté syndicale. C'est-à-dire que chacun ne va pas venir s'installer sur la table de négociation et poser des problèmes qui, au demeurant, ont déjà été réglés. Et je dis que par rapport aux prescriptions de 2022, de mars 2022, le gouvernement les a toutes remplies. Les deux dernières lignes du président sont fondamentales dans ce débat. Un dialogue constructif se poursuivra par ailleurs avec les syndicats reconnus pour progresser sereinement vers la prise en compte des aspirations et des préoccupations des enseignants. Voilà. Non, ça ne fait pas. Même si ça fait 100 ans, il n'y a pas de problème. L'essentiel est qu'on sache que je il n'y a pas eu de menace, que c'est plutôt la main tendue. Aujourd'hui, il faut 30 jours. S'il vous plaît. Oui, ça c'est votre interprétation. Oui, vous terminez votre propos. Aujourd'hui, il faut 30 jours maximum pour qu'un syndicat. Je termine en disant que une des mesures phares, et le président a parlé, c'est sur les projets miniers. Pour la première fois, madame, il faut que ceux qui nous regardent retiennent très bien ce que je suis en train de dire et vérifient rapidement. Pour la première fois, dans le budget de l'État, un impôt sur l'exploitation minière sera reversé à l'État. Les modalités sont fixées dans la circulaire du Premier ministre des Finances parce que le président a prescrit précisément la mise en exploitation d'un certain nombre de projets miniers, notamment l'or et le diamant. La loi a été votée récemment. Et le représentant exclusif des intérêts de l'État, c'est la SONAMI. C'est-à-dire que le choc économique et financier, d'abord le choc budgétaire qu'on attend, est au niveau de celui qu'on a reçu en 1977, lorsque pour la première fois, on inscrivait le pétrole dans le budget de l'État. Ça veut dire que, et le président dit dans son discours que c'est une piste de développement possible du renforcement des ressources de l'État pour résoudre l'épineux défi, pour résoudre l'épineux problème du financement. Merci. Alors, nous allons aller du côté de Douala. En 2022, ça ne pose pas de problème. La répétition, ici, vaut la peine d'être remise au goût du jour parce que un projet de développement du secteur minier, monsieur, ça peut vous faire rire, mais ce n'est pas un projet d'élevage du poulet de chair. C'est un projet industriel de très grande... Oui, c'est 2024. C'est déjà inscrit. L'impôt spécifique minier libératoire, il sera collecté par la SONAMINE, reversé au Trésor, qui va faire le déversement vers les collectivités. C'est de ça qu'on parle, monsieur. On va aller du côté de Douala. On reviendra. Et c'est pour ça que le président en parle. On va encore revenir sur le sujet tout à l'heure. On va aller du côté de Douala. Merci, honorable. On va aller du côté de Douala pour retrouver Divin Tariquet et ses panélistes de ce côté-là qui vont également décrypter ce discours du chef de l'État. Bonsoir, Divin, une fois encore. The discussions out there in Yaoundé after the 26-minute speech by President Paul Biya on this pivotal day. I'll come back to you and ask you one of the questions that was raised in Yaoundé. How did the president come across to you
on this day? Was he pragmatic? Was it déjà vu, as some people say? Thank you, Divine. I think before that speech, I made a statement here that I will not be surprised if he comes back quoting maybe the situation in Israel today. Because, which he did. Yeah, so if I were a pastor, I would say maybe I'm a prophet. So if you look at 2021 speech, he talks of COVID. He paints a desolate situation of what's happening in the world. 2022, he does the same thing. He raises COVID and he raises the Ukraine war. So he paints this helpless situation. Then he starts by showing or demonstrating how far the efforts being put by the government in place. And one other thing that comes up from the 2021 speech, after he made mention of the difficulties in place that were orchestrated by COVID, he spoke about reforms in our customs and taxation sector, which made it possible for our country to be able to raise funds in the international finance market as a sign of demonstrating the power and the resilience and the credibility of our signature. And it gave us hope that actually our feet are on the ground and the finances or what we need is available for whatever infrastructural project we want to undertake. But this time around, he paints a picture wherein, despite the goodwill of the government, financial difficulties remains a major problem. So to me, that's a cloud of pessimism, which to me it's a sign that 2024 will not be good. So we've left from a position wherein our country was presented like one that, despite COVID, could still raise enormous financial resources from the international financial market, to one wherein, despite the efforts and despite the goodwill of the nation. When the president mentions issues like waste management, he mentions road accidents, he talks about the teacher strike, he talks about power supply. Isn't this someone who is versed with the challenges of ordinary Cameroonians? To me, it's not about... mention this in 2022, at least not to this date. To me, it's not about being versed or not. So it shocks me that I think we are a country with more than 50 years of independence. If a president stands and he's enumerating difficulties which range from water to electricity, which are basics, road infrastructure, then what are we talking about? Is that an achievement that after more than 50 years of independence, it should be news that Douala will have water or Yaoundé will have water? What about the suburbs? So to me, it shows the desperation and nothing else. Barrister Jurist, you're referring to the conflict in the northwest and the southwest region. The president invites those still operating to lay down their arms or face, quote-unquote, unenviable outcomes. In other words, there's no room for dialogue, there's no consideration for another talk, at least from the point of view of the president. We are getting a mix-up here. A speech of a president at the end of the year is like an account of what must have happened through the course of the year. And a projection of what will happen. What will happen. Don't forget that before a president is elected into power, he presents a society project. And it's because of that project that he's been voted in to become president. So when it comes to give us, to tell us about what is happening in the country within the course of a year, it's just to show you that, first of all, he is the most informed of Cameroonians. He knows even the small nitty-gritties of what is going on in our households. He's informed of them, and at his level, he struggles to do the best he can to solve them. He is not God, but he can do what it takes, humanly possible, to solve the problems that you and me face every day. Coming back to your question, the DDR Center was created to rehabilitate persons who are not used to war, used to using guns, who have killed, who have committed offenses against the nation, who have seen blood. That center was created for them to go back there and get psychologically reformed
before coming back into the society. First of all, the country or the nation will forgive them for whatever atrocity they are committed. And secondly, they'll come back into society as normal human beings. Because don't forget, even if you notice, even in the US, for example, soldiers that come out from war go for psychological treatment because of the blood they've seen, because of what they saw. PSDT. So that's why the center was created. If a state, despite the fact that a group of persons have taken on themselves to destroy the nation because of various ideologies or various thoughts or various line of thinking or whatever, the state says, okay, I've understood, but I know that amongst some of you, you didn't really master why you got yourself involved. We'll forgive you. We'll give you an olive, it's like an olive branch that given to the daughter. Please, we don't want to kill you because our soldiers are well trained. We'll give you an opportunity to come back to a normal life. Barrister, the question in there is, when you listen to the president speak, the inference you can make is that he is unconcerned about dialogue going forward. I earlier told you that, first of all, dialogue is a continuous process. It's not a one-day event or a 2-day, 1-week event. What we are doing is part of the dialogue. And let me tell you, because we talk about it, so many persons, so many of those boys have been convinced to go to the DDR center. And the fact is that all those guys who planned this thing were invited to the national dialogue, but all of them refused to come. And you can put it on that any heading you think of. To me, they knew they had no legitimacy, and that's why they didn't come. If they knew they were right, they should have come and stood by the decisions, but none of them came. They were invited and none of them came. So it means at the end of the day, if you have to discuss with somebody, you're going to discuss with who? Look, you know, if a society was normal, there wouldn't be criminals and there would be prison yards. Okay. So it is normal that at certain points in time, things go out of hand. But the head of state is that type of person who would like to bring under control, because it's not because you've gone astray that we should forget about you. Edmond, the president says, I was shifting gear to the economy now. The president says subventions for petroleum products have been a huge burden on state revenues, and he says it is inevitable there will be another reduction in subventions for petroleum products. Should we fear another price hike for fuel? It is obvious that in the days ahead, they are going to increase the price of the fuel in the pump. It's obvious. There is no doubt about it. And previously, I announced it, because if you follow what our partners, our multilateral partners said before, and that was in 2022, they were very serious about it. They said that the subsidies in the fuel is too heavy on the economy of the budget in Cameroon. And the president mentioned it was thousands of billions of CFA, which is too heavy. So they recommended that it should be considerably reduced. And the government of Cameroon took an option not to reduce it drastically and definitely. So they took the option to go gradually. So in 2022 and 2023, that is gone, the government proceeded to the reduction of 30%, and which resulted to the increase of price about like 120 francs. Today, the fuel is about 700 and something. And so I think by by January, by the end of January, I'm sure they're going to reduce again like by 30%. Which means we could be buying a liter of fuel in Cameroon for like about 900, because definitely if they reduce definitely the subventions, it's going to be like about 1,000 something. Are you concerned? Are you concerned that there are no accompanying measures being announced by the same president in terms of an increase in salaries, for example? Well, that's a problem. That's a problem. At the same time, they are declaring more hardship on the citizens in Cameroon. They are not really telling them how. They are not giving them the perspective of improving their life, their life conditions as a whole. I understand that it's very tough. Well, what I'm going to say is that today, I know many people were expecting the president to say something about inflation, to say something about unemployment rate, to say something about a lot of things so far as the economy is concerned, about salary, are they going to increase salary?
But I would like to tell Cameroon that Cameroon is like a sick body. Like definitely. Can you come again? It is like a sick body which is really affected. And I would like to make an analogy because I'm a man of science, and one thing I love in science, like there's a common denominator, which is what we call logic. So that is, be it in which this domain or that domain, there is somewhere where everybody meets. So if you have ever seen a body infected by HIV, for instance, there's what the medical people call opportunistic diseases. Right. That's what is happening in Cameroon. If you see the inflation rate, the president was saying that, well, due to the military effort of the government, they have succeeded in reducing the inflation to 6.3% at the end of 2020. 6.7%. Which is too heavy. I mean, the directive from the CEMAC is 3%. 3%. We already double. And 6% is not the normal rate, because if you follow the statistic from the National Institute of Statistics, they are saying that 6%, the commodities, the food commodities is like 13%. It is too heavy. So the president is saying that they have succeeded in maintaining the inflation to 6%. So what I'm saying is that if you see Cameroon today, be it inflation, be it the fuel problem, be it the employment rate, which is too heavy. I mean, the president will not, he does not mention it anymore because it's too heavy. Normally, all the nations are trying to maintain the unemployment rate in between 5 and 10%. When it's already 10%, it is a serious problem. But in Cameroon, we're already going above 50%. So nobody talks about it anymore. So in Cameroon today, what I'm saying is that all these problems are just consequences. It's not the real problem. It's not the root cause of the problem. Well, what's the main problem? Inflation is a consequence. Mm-hmm. It's not a real problem. Inflation is simply because our production is zero. We importing everything. Okay. As long as we will not master our production, then we cannot master the inflation, because most of these things causing inflation is because we import everything. So be it inflation, be it unemployment, be it, is just a consequence. What is the main problem? Is somebody courageous enough to talk about the main problem here? That's what I'm saying. In the medical sector, they talk about opportunistic diseases. Okay. So there is one day, if you have a body that is infected with HIV, don't be surprised that today the guy will come up and say, I'm having a lot of headache. Don't be surprised that the other day he will come and say, I'm having a lot of fever. Don't be surprised he will come and say, I have this problem, I have this problem. And if we are really serious, let's forget about all these opportunistic diseases. Let's forget about, and then we should make sure we tackle the real problem. What is the real problem? That's why you're not saying what is the real problem. What is the real problem in Cameroon? The real problem in Cameroon is a problem of governance and vision and strategic vision. We got no vision in Cameroon. Okay. Now I'll come to you, Valentine. When you envision Cameroon in December 2024, what do you see? Because like Edmond is predicting, if you hike the cost of fuel, everything else is going to witness a rise in prices. Plus, whistleblowers within the ranks of the SDF are pinpointing the fact that we might have 84 new taxes in 2024. How do you see Cameroon in December 2024? I think the message is clear. With an imminent increase in fuel prices, like you rightly said, everything is going to rise. So, in effect, what the president told us is everyone should fasten their belt because things are getting tougher. Barry said Jurist is not in accord with you. That's true. At one point, we were boasting that we had this credibility in international markets. We could raise funds and everything. But today, he said, despite the goodwill and everything, the availability of finance remains a major difficulty.
So where are we heading to? But the president mentions a diversification of revenue sources for the country. He talks about the mining projects. He talks about roads to be constructed. Across the country. The man on the streets. It's not all gloom and the man on the streets wants to see what they are really talking about. Because from 2021, 2022, we expected to see an increase or a betterment of our living standards. But today, our economic growth rate is already at 3.9. So it keeps... I doubt that that's figure. What he said. No, I doubt that figure. The same figure was issued by the IMF in its fifth review for Cameroon last week. Be very careful. The IMF actually mentioned 4%. No, don't consider all these figures. You know, it is very cunning. The way they calculated all these things is very cunning, and this is just a way to give the impression that something is being done. For those who are used to exercise of a speech of this magnitude of the head of state, if you follow the speech of the head of state, he started by saying what? Right at the beginning, he mentioned the international conditions, the international situations. He talked about the COVID-19. He talked about the crisis, the Russian crisis with the Ukraine, and he mentioned the crisis in Israel with the Gaza guys. That's to say what? The president is permanently looking for excuses. That's to say all what that will follow. You won't definitely deny the fact that these conflicts are disrupting the global supply chains, including for Cameroon. If you're used to read the geopolitical reader, you will understand that situations worldwide are inevitable. You cannot avoid that. Because today he's mentioning the crisis in Israel. Yesterday he didn't mention that because it was not existing. Who knows what will happen tomorrow, more severe than the situation. It's not a crime, it's not a fault to mention. It's not a crime, but every real responsible government is fighting to structure his economy so that when there is a situation at the international level, it should not impact his country terribly and severely. That's what a responsible government does. I'm surprised that yesterday we were talking about the COVID-19. Okay, our economy is bad because of COVID-19. Okay, and immediately after we mentioned about the war, the Ukraine war. Cool, our economy is very bad and we are having problems. The inflation is due to the war in Ukraine. Good. Today we are mentioning the situation in Israel. What are we going to mention tomorrow? It simply means we are not structuring our economy locally perfectly to avoid all these problems. That's what it means. It means we are not doing anything locally to prevent all these crises that will happen and that will continue to happen at the international level. Let me be frank with you. Yes. With the situation in Israel, you know what is happening with the Houthis in Yemen? They already tried to block all the logistics in between the Red Sea. Exactly, and that's where 40% of the international transactions are passing to. Actually, so it means if they persist like that, and there's already a problem between the allies to fight these guys, and if the problem persists, it simply means that the logistics will be disturbed and it will impact us the more because we all know that our problem is because we depend 100%, 80% of importation so far as our commodities, our domestic consumption is concerned. So if this thing persists, if the situation with the Houthis in Yemen continue and they block the Red Sea so that the logistics is definitely blocked, first of all, it's going to increase the price because they will have to deviate. Exactly. And it will increase the price of the logistics and definitely is going to increase the price of the importation. Simply means the spiral of inflation is going to be more and more stiff and severe. So what are we doing locally? The government is have been talking since 2020.
It's 4 years already I've been talking about import substitution. What are we doing actually locally to make sure that we boost up the local production and we reduce the volume of importation? I'll pick up from there and head over to Bamister, because the president mentions a couple of, he says 700 kilometers of road were constructed or rehabilitated in 2023. Then he goes on to mention the projects for highways and intra-urban networks. He does not mention those roads that will disenclave the major agricultural basins. Is it a mistake? Farm to market roads? Yes. No, you see... if we need to consume Cameroon, then we need to open up those accesses. Yes. You know, if you read his project to become president, farm to market roads were one of the major strategy. I like it when you say word. So, yes. If you read this project. So now the problem is, we are now acting like prophets of doom. When once you can succeed to know the problem, it means it is easy to get the solutions. Okay, we are not saying that, okay, because of the problem of petrol, for example, they are going to price hikes. That's prospection. There are other ways of doing it. Not only price hike, there are other ways of handling it in such a way that the price hikes, we don't feel the price hikes. Another way of going against, because you know, in economy, like I respect Edmond because he's a good economist. I like his way to talk economy and listen. We know that inflation is much money chasing fewer goods. Yes. That causes an increase. Definitely. So it means there's so much money. Cameroon government made a budget of 200 billion for people who have projects, to have guarantees from the state to finance the projects, so that we'll beat the inflation rate, we'll beat this import substitution. Where are the businessmen? Where are they? Why can't they build these projects? Yes, fine, we have those things are there, the rules are there, we have the best laws in Cameroon. We have money ready to guarantee them with banks. The banks are ready. But we don't have businessmen. And that's one of the issue that the president wants us to have in our consciousness, that look, this is where we are going to. These are the problems we are going to face. Everybody has now an obligation to get the best way to get the solution that will help any given situation. At one point in time, for example, they liberalized the importation of oil. How many people are ready to go and apply to get the license? You'll be surprised. Very few. Okay, the president... So at the end, so you see what I want to say is that... Yes. When you listen to the speech of the president, it is... He wants to show us that he knows the problem. And he wants to tell us that we are supposed to be part of the solution of the problem, not him alone. Okay. One head cannot run 30 million people. He needs the 30 million to help him run his own head. One of the solutions the president is proposing, before you chip in something, Valentine, is the curbing and the trimming of government expenditure. Should it end there? I think there is... Should we stop buying vehicles for ministers and government people? Bicycles. There is nothing new in this purported cut in government expenditure. We've been hearing that like forever, and nothing is happening. We'll keep on seeing the huge SUVs. Even from 2024, you'll see a fleet of them being changed and everything. Nothing will change. So it's just like... What should change, definitely, to help make some money for the state coffers? Is it a reduction of the number of ministries in Cameroon, for example? First of all, that's one of it. Then the fight against corruption then because he's saying it's going to be accelerated or intensified, which it has never been. It's just like a cliche. Yes, the FC's 8,000 billion francs were embezzled over the last 10 years. Yeah, so... that's somebody's opinion. And that's not another thing, according my sources, creating a better or friendly business environment. Okay. I want to talk about a case that's involving a man of law too, a lawyer.
Yeah, briefly, because we're wrapping up to head back to you. Purportedly is a manager of a company. So let's take it this way. That's a business entity with a legal personality, and the manager, the director is jailed. There is no respect even for basic rules of law, despite the fact that he is a lawyer. If he can face such a treatment, what about investors when they say, look at what's happening to Yellow Card? How can a corporate transaction warrant the arrest and detention of someone of that caliber who is not even an ordinary citizen? What about me going to that country? Is it something good for me? It deters investors. So if we really want to better our living standards or kickstart our economy, we must create that enabling environment. The government must to create that enabling environment. Don't forget that the president talked about justice. He's going to make sure that justice... We're heading off to Yaoundé in the next couple of minutes. I thought that those were your concluding words. Like I said, creating an enabling environment to attract primordial. More investors. Yes, to attract more investors. And we refrain from arbitrary persecutions because it deters investors. Edmond? I'm afraid 2024 is going to be very terrible on Cameroonians. I'm afraid, because definitely if apart from the new taxes that are going to be applied in 2024, if the cost of energy is going to increase, in addition to the fact that electrical energy is already a problem, there's a huge deficit, and if in addition to that we're going to increase the price of fuel, it simply means that the cost of production factor is going to increase, and definitely the spiral of inflation is going to be terrible. Definitely in all the sectors is going to be very, very terrible. So I want to tell Cameroon, my fellow Cameroonians, that they should do everything. I mean, if you got a 1 meter square, produce whatever you can produce there. I mean, cut down all the flowers. Do not produce any flowers. Cut down the flowers and produce whatever you can produce. Food. That's the only way we can cope. I mean, produce onions, produce whatever, tomatoes, whatever you can produce in your garden, do it. Okay. Because as long as we're going to depend on this international market, with all the problems we have in the international market, and God only knows what is going to happen tomorrow with the crisis in, here and there already with the Israel, nobody knows how it's going to end, because it might become a regional problem, because as Israel has started fighting against Hezbollah in Iran and so on, in Lebanon and so on. So nobody knows how it's going to happen tomorrow. So the only thing I'm going to tell my fellow Cameroonians is that, please, if you have a square meter, do not say no. Produce whatever you can produce. Plantains, cocoyam, whatever you can produce, tomatoes and so ever. That's the only way we can really reduce this inflation that's going to increase, because I'm quite certain if by 2024, and it is obvious nothing's going to change, the president has already announced he wants to reduce, and this is a recommendation, this is an instruction from our multilateral partners, okay. IMF. So definitely they have to reduce the the subvention of the fuel. Okay. And what I want to tell people who are listening to us is that, 2024 is going to be somehow very, very difficult. Very, very difficult. 2024 is going to be very hard. Please. All right. I want to thank you for coming. Barrister, what do you tell those people who say President Paul Biya is tall on promises and short on delivery? Yeah, as a president, you're supposed to be optimistic and not pessimistic, which is normal. Sure. And you struggle, you strive to do your best, the best of your capability and capacity. At times you go through, you sail through normally. At times you don't succeed. It's normal. Okay. That's normal. But I want to make an emphasis to reassure my learned colleague. The president mentioned our legal system. He's the guarantor of the independence of the legal system, and I'm sure after mentioning it, there's going to be a step up
and things are going to look different. I share your point of view that it's not normal that a lawyer should be granted bail. Just the mere fact that it's a lawyer is not normal. It sends a very bad message. Definitely. But at the end of the day, the president himself has said he's going to make sure that justice will be seen, done the way it's supposed to be done. It's supposed to be done simple. And I can assure you that when I listen to this speech, I become more optimistic because most of the problems are known. And that is the beginning of the solution. Well, thank you, gentlemen, for coming. Thanks once again, Barrister Valentine. Edmond, thanks for your input. You're welcome, sir. And of course, Barrister Jurist, thanks sincerely Thank you for very coming. much. We'll Happy New Year once more. Probably come around again next time on the 31st of December 2024 for in-depth analysis of another speech by the president. But we're not going away just yet. We're heading back up to Yaoundé to meet Albertine Bijaga and a rich panel of analysts. Happy New Year. Hello, Albertine. Bonne année à vous du côté de Douala, Divine Tariq. On va rapidement refermer dans quelques minutes ce plateau spécial avec un dernier tour de table. Je vais commencer par le professeur MVONDO. Rapidement, la question c'est cette, on va dire, cette lecture qu'a faite Valère BESSALA qui estimait qu'il y a des pans, des départements ministériels qui ont été quasiment félicité et que cela semblait un peu incongru au vu de ce qui se passe dans le quotidien, que ces départements-là, que le président soit revenu de manière positive sur ces pans, ces secteurs dans son discours, et ce qui a fait dire d'ailleurs à BESSALA que voilà, c'était un peu une façon d'affirmer sa thèse, comme quoi c'est un discours qui est fait pour féliciter d'autres personnes et qui n'a rien à voir avec la réalité. Quel est votre sentiment? Valère BESSALA vous a aussi dit qu'on fait dire des choses au président parce que de la réalité des choses de tous les jours, du vécu des Camerounais, il n'en sait pas grand-chose. Il nous a parlé des accidents. Je voudrais bien le voir à la suite d'un accident descendre sur le terrain pour voir comment ça se passe de façon concrète. On lui a fait dire un certain nombre de choses. Et tout à l'heure, je vous ai dit qu'à regarder le président, à l'entendre parler, on sent qu'il n'est même pas convaincu de ce qu'on lui a fait dire. J'ai entendu le président vous dire qu'il est garant de la justice, de l'indépendance de la justice. Ça, c'est qu'on lui a fait dire. C'est la Constitution qui dit ça. Et ça, c'est théorique. Nous voulons les choses beaucoup plus concrètes que ça. Si les choses se limitent simplement à la théorie, alors que les problèmes des Camerounais sont des problèmes concrets. Nous allons enlever les poubelles. Ça, c'est théorique. Est-ce que les poubelles sont véritablement enlevées pour que, lorsque nous passons dans la rue, nous ne soyons pas accueillis par des odeurs nauséabondes? C'est de cela qu'il s'agit. Les problèmes des Camerounais sont concrets. Ils attendent des solutions concrètes pour leur bien-être. Le Camerounais n'a pas besoin de proclamation d'intention. Le Camerounais n'a pas besoin de savoir comment c'est pensé, comment c'est conçu. Il attend le résultat définitif. Je voulais parler de l'indépendance de la justice. Pour prendre le président au mot, il n'y a pas seulement... Il y a quelques jours, nous avons vu un juge d'instruction qui, à 16 heures, prend une décision, et je suis convaincu que c'est lui qui l'a prise, et à 19h, il vous dit, sans aucun doute, sur haute instruction, quelque part. C'est vous qui l'ajoutez. C'est moi qui parle pour le moment. Vous aurez aussi votre version. On y va rapidement. Moi, je constate quand même qu'il y a eu le même jour 2 décisions rendues par un même juge, mais un peu plus loin qu'avant-hier, puisque nous parlons des choses assez récentes. Nous avons vu, toujours avec les juges d'instruction, un juge d'instruction qui a placé en détention provisoire un ministre de la République, et sur haute instruction, me semble-t-il, le lendemain, le ministre est mis. De quelle indépendance de la justice parle-t-on ici? De quelle indépendance
Et je parle là de l'indépendance pour aborder tous les autres thèmes, mais le temps que vous m'avez donné ne me permet pas de dégrainer toutes ces choses qui sont dites sur le plan théorique et pour lesquelles nous ne voyons rien de concret. Mais pour finir, je suis quand même étonné que pour un discours de vœux de bonne année 2024, que rien ne soit dit pour qu'on puisse voir que quelque part, quelque chose de bon, de meilleur nous attend, quelque chose de joyeux nous attend en 2024. Tout un discours, on ne parle que des problèmes. On parle de la corruption. On ne parle que des problèmes de délestage. Le président aussi parlé des améliorations également hein, dans plusieurs secteurs. On a envie de dire à quelle heure. Très bien. À quelle heure les Camerounais depuis 42 pendant combien de temps nous voulons vivre au présent. Merci. Nous ne voulons pas attendre, comme je disais tout à l'heure, 2035 pour vivre. Moi, je suis convaincu. Merci, professeur. On va aller rapidement. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, ceux qui vivent, nous qui vivons en ce moment, nous n'y serons plus, en tout cas sur Terre. Très bien. Merci, professeur. Alors, je vais aller avec vous, Françoise PUENE. Beaucoup de choses ont été dites. On a dit que c'est un discours d'un président fait, mais on peut également se poser la question de ce qui a manqué à ce discours. Le président est au fait de ce qui se passe. Bon, il y a peut-être un aspect que les femmes, je vous pose la question en tant que femme, pourraient noter. On n'a pas beaucoup parlé des féminicides. C'est également un sujet qui a été beaucoup à l'ordre du jour cette année, surtout en cette fin d'année. Pourquoi est-ce qu'un sujet comme celui-là, selon vous, a manqué? C'est pas assez important? C'est un sujet marginal? Pourquoi est-ce que c'est un sujet assez important également? Tout un ministère a organisé d'abord il y a eu tout un programme là-dessus. Tout est important, mais je pense que le président de la République, même s'il ne l'a pas dit expressément ce soir, il a à cœur le problème des femmes au Cameroun. Et ce que je vais revenir un peu en arrière sur ce que les uns et les autres ont dit, parce que les gens, M. MVONDO, il dit que le chef de l'État a 42 ans au pouvoir. J'ai dit, mais le président Kadhafi, vous savez combien de temps il a fait au pouvoir? Plus de 43 ans. Le chef de l'État, il n'est qu'à 42 ans. Donc, je ne vois pas où pose le problème. Aujourd'hui, oui, bien sûr. Aujourd'hui, quand on regarde le président américain, ils sont dans la même tranche d'âge? Est-ce que les Américains se plaignent? Donc, je voudrais saluer donc la volonté du chef de l'État et sa détermination, son engagement. Et surtout, moi, personnellement, j'ai été bluffé de voir que le chef de l'État est bien au courant des quotidiens, des Camerounais. Il a parlé de long en large de tous les problèmes qui minent la vie des Camerounais ces derniers mois. Je pense que s'il a évoqué tout cela, c'est parce qu'il est conscient et il a dit qu'il a donné des instructions pour que les ordures désormais soient dégagées, que désormais les nids de poules. Déjà, moi, je vis au quartier Bastos. Depuis quelques jours, on est en train de fermer les nids de poules. Il n'y en a presque plus. Donc, je pense que... Vous avez dit c'est du bluff. Vous avez été bluffé. Non, j'ai été bluffé parce que le chef de l'État est bien au courant de toute la situation. On va aller rapidement, s'il vous plaît. Moi, je suis bluffé par ses connaissances. S'il vous plaît. Moi, je suis bluffé par ses connaissances. Je suis d'accord avec vous. Vous comprenez? Lorsque le chef de l'État est bien au courant de tout ce qui se passe. S'il vous plaît. Rapidement, s'il vous plaît. Il n'y aura qu'un pas. On va aller rapidement. Rapidement. Mais monsieur, quand quelqu'un vous bluffe, quand quelqu'un vous bluffe par ses connaissances, s'il vous plaît. Moi, j'ai été surprise de voir que le chef de l'État est au courant. Je pense, j'ai été bluffé, effectivement, de voir que le chef de l'État est au courant qu'il n'y a pas de carburant, de voir que le chef de l'État est au courant qu'il y a les nids de poules. Je comprends que le chef de l'État... Laissez-nous Mais oui, j'ai été bluffé de voir qu'il est bien au courant. Pour refermer, on n'a plus beaucoup de minutes. Je voulais poser la question lorsqu'on allait à Douala, mais sur la question du carburant, parce que je sais qu'on a beaucoup travaillé sur ce sujet dans les différents plateaux. C'était inévitable, finalement, cette augmentation? L'augmentation est mécaniquement inévitable parce que si on réduit la subvention, forcément qu'il faudra trouver quelqu'un pour payer le différentiel. Donc cette problématique a été également résolue, vous le savez, par le gouvernement, parce que contrairement à ce que moi j'ai entendu à gauche et à droite, il s'agissait nullement d'une rareté de devises, mais c'est plutôt les capacités financières
et technique des marketeurs et des importateurs. Vous parlez de la pénurie de ces derniers temps. Oui, non, le Cameroun a un taux de couverture extérieure de l'ordre de 8 mois d'importation. Si vous regardez le rapport sur la situation du compte d'opération, le Cameroun finit l'année 2022, au 31 décembre 2022, c'est certifié par le cabinet Mazar, avec 2632 milliards de francs d'avoir extérieur. Donc, il y a nullement un problème de devises. En revanche, il y a un sérieux problème financier, de capacité financière, de ceux qui sont dans ce secteur qui est fortement libéralisé et qui ne l'était pas auparavant. Et où, contrairement à ce qu'on a voulu dire, les contrats sont difficilement à terme. Pourquoi? Vous ne pouvez pas faire un contrat sur 1 an alors que vous avez une capacité de couverture de vos importations de 3 mois ou de 4 mois. Donc, il faut faire très attention avec ces choses parce que beaucoup de gens en parlent sans nécessairement toucher le cœur du sujet. Mais je crois que le président a dit également que d'autres mesures seront prises pour garder le pouvoir d'achat des consommateurs, pour que ce relèvement... Il n'a pas dit qu'il va... Ce relèvement probable, parce que jusque-là, ce n'est qu'au niveau de la probabilité. Une étude lui sera présentée en prenant en compte tous les avis d'experts qu'il faut pour que l'augmentation soit de telle sorte qu'elle ne pèse pas considérablement sur le pouvoir d'achat des Camerounais. Très bien. On reviendra sur le sujet dans nos prochaines éditions. Valère, BESSALA, un dernier mot. On y va rapidement, malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Profiter parce que monsieur le ministre est là sur le plateau et il est membre influent du parti au pouvoir, donc j'imagine qu'il chuchote à l'oreille du président. Je crois qu'il est important qu'il dise au président que les Camerounais ne veulent pas entendre tout ce qu'il a dit là. Que les Camerounais veulent une seule chose, qu'il aère le pays, qu'il aère le directoire du pays. C'est-à-dire qu'il passe les mots de sanction aux actes, c'est-à-dire qu'il sanctionne. Les Camerounais veulent voir l'ascenseur social débloqué parce qu'il est bloqué. Les mêmes gens aux mêmes endroits, on n'a pas un problème contre ça, mais les mêmes gens aux mêmes endroits qui ne foutent rien du tout ou alors qui travaillent contre la patrie. C'est ça qu'il doit faire. Tout le reste qu'il a dit vraiment, s'il sanctionne, il n'y aura plus de poubelles, il n'y aura plus de pénurie, on va faire notre pain avec la patate, on va faire tout ce que vous pouvez imaginer, vous comprenez? Mais tant qu'il ne sanctionne pas les mêmes affairistes, les mêmes aux mêmes endroits, on n'y arrivera pas. Donc vraiment, monsieur le ministre, moi c'est une doléance, vous savez, c'est rare qu'on vous ait sur un plateau. Vraiment, c'est tout ce que le Camerounais veut. Dans tout son discours de 11 pages là, ces 26 minutes là, c'est la seule chose que les Camerounais lui demandent. Monsieur Bonono Bakota, rapidement, dernier pas. J'appartiens au camp de ce que vous voulez sanctionner, c'est ce que veut dire le ministre. Je vous rappelle exactement. Allez-y, monsieur Bonono. Le ministre rencontre le président. Monsieur Bonono, allez-y. Écoutez, madame, je suis Baudor. Je vous en prie. Je suis Baudor. Allez-y, monsieur Bonono. Le sentiment profond qui m'anime, parce qu'avant de venir à cette émission, j'ai beaucoup hésité, un peu comme le professeur Koumando. Évidemment, je reste sous ma faim, déjà que je n'attendais rien. Donc, cela signifie que tout se passera comme d'habitude et l'année prochaine, on va se retrouver ici pour entendre toujours des déclarations et des mesures. Parce que tout ce qui est demandé ou dénoncé, c'est l'ADN du système. Que ce soit la corruption, l'impunité, tous ces mots-là, si jamais on s'attaque véritablement à ces mots, ça va détruire le système. Donc, il fonctionne depuis 42 ans. Donc, les Camerounais n'ont rien à attendre de ce qui se passe, de ces déclarations, comme je l'ai dit. Et je le réitère, si un président de la République parle des problèmes d'un pays, ce n'est pas un mérite, c'est son travail. Il n'y a rien à féliciter. Monsieur le ministre, vous avez entendu les personnes sur ce plateau, on est resté sur des déclarations d'intention. Certes, le président a fait la revue de ce qui ne marche pas, mais au fond, pas véritablement de grands changements. Non, le président, c'est pas, on ne change pas les choses par... De grandes annonces, si vous voulez. Des annonces qui laissent penser que les perspectives pourraient être meilleures. D'abord, moi, je me suis réjoui d'avoir un président qui a fait pratiquement la revue des attentes sociales du moment. Donc, c'est déjà bien de savoir que le président est au courant de ce qui se passe, qu'il maîtrise ses dossiers, c'est important. Et ensuite, il y a un niveau d'engagement qu'on a vu, le président, bon, il y en a qui... Quand on n'a plus d'arguments politiques, comme j'ai vu le cas ici ce soir, on parle de l'âge du président,
comme si là j'étais un programme politique. C'est dommage, je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais je trouve que c'était quand même assez indécent. Et moi, j'estime que le président a pris des options claires. Celle du dialogue, par exemple, avec des enseignants est très important. Le dialogue doit se poursuivre. Et il dit même que on doit prendre en compte les aspirations et les préoccupations des enseignants. Mais tout ça doit se faire dans un cadre pour un aboutissement réel, c'est-à-dire on fera la politique des moyens du Cameroun. Et on peut se réjouir, par exemple, d'apprendre que bientôt le Cameroun va exporter l'énergie. C'est important, c'est des sources de revenus. Donc je crois que c'est un discours qui est pour moi plutôt rassurant, qui annonce beaucoup de choses, qui nous conforte dans beaucoup de choses. Et je vous disais avant de venir, quand je vois que l'industrie minière est réellement en train de se mettre en place, pour moi, tout est rassurant. Donc, je crois qu'on n'est pas toujours obligé d'être tous d'accord. D'ailleurs, si on était tous d'accord, on ne serait plus un système démocratique. Merci à vous, chers monsieur et madame, d'être venus sur ce plateau. C'est la fin de cette édition spéciale consacrée à ce